L'anime commence par montrer un pharmacien nommé Kanji Yakutani, occupé à travailler dans une pièce du laboratoire de pharmacie moléculaire. Yakutani s'est lancé dans le domaine pharmaceutique et a réussi à développer les meilleures recherches au monde. La raison pour laquelle Yakutani a poursuivi ce domaine est que sa sœur est morte quand elle était enfant à cause de la tumeur dont elle souffrait et qui ne pouvait pas être complètement enlevée. Le jeune Yakutani le savait et était déterminé à développer la recherche liée à la pharmacie moléculaire pour guérir les patients souffrant de maladies comme sa défunte sœur. De plus, comme Yakutani est une personne régulière, il tient compte de ses heures. Après 1 heure de travail, il a décidé de faire une courte pause et a mis le réveil pour ne pas se réveiller trop tard. Cependant, lorsque l'alarme s'est déclenchée, il ne s'est pas réveillé car il était mort d'être trop fatigué par son travail. Peu de temps après, lorsque Yakutani a ouvert les yeux, il a vu une servante nommée Charlotte Solé, ou Lot. Lot, qui appelait Yakutani « jeune maître », s'est rendu compte qu'il souffrait encore d'avoir été frappé par la foudre, et lui a demandé de s'allonger. Après avoir examiné son corps, il réalisa qu'il s'était réincarné en un garçon nommé Pharma de Médicis. Quand Lot a su que Pharma ne l'avait pas reconnu, elle s'est présentée à nouveau. Après cela, elle a aidé Pharma à enlever les bandages et a été très surprise de voir une marque sur son bras. Lot a dit que la marque était similaire au signe sacré du dieu de Yakuza ou du dieu de la guérison. Cependant, Pharma a nié et a dit que la marque était juste une brûlure due à la foudre. Dans une ruelle de la résidence de Pharma, Lot lui explique qu'elle sert la famille de Médicis, l'une des plus grandes familles nobles de l'Empire de Sang-Fleuve qui est connue pour avoir travaillé comme pharmacien de l'Empire il y a des siècles. Son père, Monsieur Bruno de Médicis, était un noble avec le titre d'archiduc et le directeur de l'école de pharmacie impériale. Lorsqu'elle voit une rangée de photos de la famille de Médicis dans le couloir, Lot dit à Pharma que le nom de sa mère est Béatrice et celui de sa jeune sœur Blanche. Lot précise que le frère aîné de Pharma, Pal, étudie actuellement à l'université de pharmacie Novarlove, l'université la plus célèbre du monde, assez loin de chez eux. En tant que père, Bruno voulait que ses enfants puissent non seulement maîtriser la science de la pharmacie mais aussi être capables d'utiliser la technique sacrée, une technique magique qui est un don des dieux. En plus de perdre la mémoire, il s'avère que Pharma ne se souvient même pas de la technique sacrée qu'il possède, à savoir la technique de l'eau bénite. Lot, qui était au courant, a été surprise car Pharma avait maîtrisé la technique de l'eau bénite avant cela. Elle lui avait dit que s'il ne maîtrisait pas la technique sacrée, il serait déchu de son titre de père et mis à la porte de la maison. Après cela, Pharma est retourné dans sa chambre et a tenté de mettre en pratique ce que Lot lui avait appris pour utiliser les techniques sacrées. Peu de temps après, il a vu que les marques sur son bras ont réagi après avoir suivi toutes les instructions de Lot, et il a finalement été capable de cracher de l'eau de ses mains. Cependant, Pharma ne savait pas comment arrêter l'eau courante, alors il a pointé sa main vers le jardin à l'extérieur de la fenêtre. L'eau s'est finalement arrêtée après qu'il ait accidentellement dit « stop ». Par la suite, il a essayé d'extraire d'autres substances de ses mains et s'est rendu compte qu'il pouvait créer des substances avec des composés simples à partir de sa main gauche tandis que sa main droite pouvait les faire disparaître. Cela ne peut se produire que si la pharmacie connaît la structure chimique de ces substances. Dans la bibliothèque de la résidence familiale des de Médicis, Lot accompagne Pharma et l'informe qu'il a mémorisé tous les livres parce que Bruno lui a demandé d'étudier la médecine quand il était jeune. En entendant cela, Pharma essaie de retrouver sa mémoire en lisant le livre devant lui. Le soir, la famille de Pharma l'attendait dans la salle à manger, visiblement inquiète de son état après avoir été frappé par la foudre. Peu après, Bruno a demandé à Pharma comment préparer une pommade à base de géorite pour soigner ses mains. Heureusement, Lot avait déjà prévenu que Bruno avait l'habitude de demander des médicaments à ses enfants lorsqu'il dînait. Par conséquent, Pharma peut répondre correctement. En entendant sa réponse, Bruno se sent soulagé car les connaissances de son fils en matière de médecine ne se sont pas perdues. Bruno informe alors Pharma qu'il pourra continuer ses études avec Éléonore le lendemain. Éléonore, ou comme on l'appelle habituellement Hélène, était auparavant la meilleure élève de Bruno et est maintenant le professeur personnel de Pharma. Le lendemain, Hélène fut très surprise lorsque Pharma l'appela Miss Éléonore, alors qu'il l'appelait habituellement Hélène avec désinvolture. Cependant, après avoir appris que Pharma avait été frappé par la foudre, ce qui lui avait fait perdre une partie de sa mémoire, Hélène a fini par comprendre. Ce jour-là, Hélène a enseigné à Pharma les techniques sacrées. Elle a expliqué que les nobles avaient généralement le talent d'utiliser les techniques sacrées dès la naissance et qu'il avait leur propre dieu gardien. Le dieu tutélaire de Pharma, Pal et Bruno est le dieu yakuzain de la guérison, tandis qu'Hélène a le dieu tutélaire de Shuizin ou dieu de l'eau. Il s'est avéré que les techniques sacrées comportent 5 éléments, le feu, l'eau, l'air, la terre et le non-élément, divisés en éléments positifs et négatifs. En entendant cela, Pharma a demandé à Hélène si quelqu'un pouvait créer une certaine substance dont les éléments étaient très différents de l'élément qu'il contrôlait. Elle répondit que quelqu'un ne pouvait pas faire cela car tout le monde est né avec certains éléments qui ne peuvent être remplacés. Si quelqu'un pouvait utiliser une telle capacité, il était probable que cette personne soit un dieu ou un monstre. Pharma a été surpris d'entendre l'explication de son professeur.
Hélène a ensuite emmené Pharma au bord du lac pour continuer à s'entraîner et à réaliser qu'il n'avait pas apporté son bâton sacré qui pouvait augmenter la puissance des techniques sacrées. Peu après, Hélène lui a prêté une canne pour qu'il puisse commencer à s'entraîner. Ensuite, Hélène a montré comment créer une lance d'eau à partir d'un bâton sacré. Peu après, elle a demandé à Pharma de créer une lance d'eau en suivant ses instructions. Elle lui a dit d'imaginer la forme de sa technique sacrée tout en chantant. De façon inattendue, la force de Pharma était si grande qu'elle surpassait même celle de son professeur. Hélène était stupéfaite et ne s'attendait pas à découvrir que Pharma n'avait pas jeté de sort pour créer la lance sacrée. Hélène a sorti une baguette pour mesurer sa force et lui a demandé de la tenir. Peu après, la baguette se brise et se décolore car la force de Pharma semble être supérieure à la force détectable du bâton. De plus, les attributs du bâton ne pouvaient pas indiquer d'éléments négatifs ou positifs car personne n'avait jamais dépassé la limite de mesure de la puissance du bâton de mesure de la puissance sacrée. Après cela, Hélène a essayé d'examiner le corps de Pharma et a été choquée de voir la marque sacrée du dieu Yakuza sur son bras. Elle lui interdit de tenir le bâton de mesure de la puissance sacrée devant d'autres personnes, même devant son père. En entendant cela, Pharma accepte de garder le secret. Sur le chemin du retour vers leurs résidences respectives, Pharma et Hélène font une pause en s'asseyant sur un banc public. Puis il a demandé à Hélène de fabriquer des jumelles avec ses doigts car elle ne portait pas ses lunettes. Lorsqu'Hélène a essayé, il s'est avéré qu'elle pouvait voir clairement à travers les petits trous faits par ses doigts. Pendant ce temps, Pharma, qui pratiquait cela, pouvait voir une marque bleue sur l'un des doigts foulés d'Hélène. Après avoir posé des questions sur son doigt entortillé et l'avoir touché, Hélène s'est demandé comment Pharma pouvait savoir quand son doigt avait l'air normal. Lorsque Pharma a essayé de regarder le doigt d'Hélène à travers ses jumelles, il a vu que la blessure sur l'entorse était soudainement devenue blanche. Pharma a franchement dit à son professeur que la partie du corps affectée paraissait bleue aux jumelles, et qu'en analysant la cause, la couleur devenait blanche. Puis il a demandé si c'était une technique sacrée ou non. Hélène a seulement expliqué que Dieu Yakuza connaît toutes les maladies et fournit des médicaments pour celles-ci. Hélène pensait que la Pharma ne pouvait pas avoir le pouvoir de l'œil du dieu Yakuza car ce pouvoir ne pouvait être exercé que par un dieu. Elle devint soudain hystérique lorsqu'elle réalisa que Pharma n'avait pas d'ombre. Hélène, qui avait peur, l'a laissée seule. Le lendemain matin, à la résidence familiale de Pharma, Bruno raconta à Pharma qu'Hélène avait demandé la permission de ne pas enseigner à cause d'une forte fièvre. Elle lui a même demandé d'arrêter de lui enseigner. Bruno, étonné par la demande d'Hélène, a demandé à Pharma d'expliquer s'il savait pourquoi sa maîtresse avait fait cela. Pharma répondit qu'il ne connaissait pas ses raisons, même s'il se souvenait de l'incident de la veille, qui l'avait choqué et fait fuir. Peu de temps après, Bruno a demandé à Pharma de livrer des potions et des lettres à Hélène. Avant de l'envoyer, il est retourné dans la chambre, a regardé la recette de potion que son père lui avait donnée, et a vu que les propriétés de la potion n'étaient rien de plus qu'une boisson nutritive ordinaire. Arrivé chez Hélène, Pharma lui donna une lettre de son père et une concoction pour faire baisser la fièvre qu'il avait recomposée à partir de la recette de son père. En outre, il lui donne une pommade pour son doigt foulé. Hélène, qui a toujours peur de lui, pense que Pharma lui a donné du poison parce qu'elle connaît ses secrets. Pharma a clairement indiqué qu'il souhaitait qu'Hélène reste son précepteur. En entendant cela, Hélène a été surprise et a dit qu'il n'avait pas besoin d'étudier les techniques sacrées et la médecine car il était la réincarnation du dieu Yakuza. Mais ensuite, Hélène a finalement accepté de rester professeur de Pharma après qu'il ait expliqué que dans la bibliothèque de la famille de Médicis, il n'y avait rien sur les techniques sacrées, il voulait donc être guidé par Hélène car il ne savait pas comment contrôler ses pouvoirs. Le lendemain, Hélène, qui est retournée enseigner à Pharma, semblait avoir récupéré et être redevenue saine. Avant de commencer son cours, Hélène le remercia car l'onguent et le médicament amer qu'il lui avait donné étaient très efficaces pour soigner sa maladie. Elle a été franche et a admis que le médicament de Bruno n'était pas efficace. Après cela, elle invite Pharma à se rendre sur une île inhabitée car elle doit rester sur ses gardes si ses pouvoirs ne peuvent être contrôlés. Arrivé sur l'île, l'entraînement commence, et comme prévu, la force de Pharma dépasse les attentes. Au même moment, Hélène, qui avait commencé à lui faire confiance, est vue ne plus porter d'armure. Même si son pouvoir n'avait pas été correctement contrôlé, Hélène a continué à s'entraîner jusqu'à ce que Pharma puisse maîtriser parfaitement ses techniques sacrées. Lorsque Pharma rentre chez lui après l'entraînement, il est accueilli par sa servante, Madeleine. Avec ses yeux divins, il pouvait dire que Madeleine souffrait de reflux œsophagien. Pas seulement elle, Pharma voyait toutes ses servantes avec ses yeux divins et savait qu'elles souffraient d'une certaine maladie. Pharma murmurait que son existence dans ce monde était une bizarrerie. En plus de ne pas avoir d'ombre, il possède des pouvoirs spéciaux qui font de lui une cible pour les enlèvements ou les assassinats. Après avoir vu tous les maux de ses servantes, Pharma a commencé à concocter des médicaments. Une fois la concoction terminée, il donne la potion à Lot et lui explique comment l'utiliser. Peu après, Lot semblait heureuse et avait l'intention de partager la potion avec sa mère, qui avait la peau sèche et rugueuse en raison d'une trop grande exposition à l'eau. Puis il a préparé des médicaments pour les autres servantes après avoir constaté leur état un par un. Lorsque Pharma a donné le médicament à Madeleine,
il ne s'attendait pas à ce qu'elle pleure et le remercie beaucoup. Pharma vient de découvrir que les domestiques n'ont jamais reçu les médicaments de leur maître. Lot a expliqué que Bruno était le pharmacien des nobles, et qu'il ne se souciait pas des servantes comme Pharma. En entendant l'explication de Lot, Pharma a eu l'air triste à l'idée que le niveau social influençait la prise de médicaments d'une personne. Même avec les connaissances qui sont encore limitées, il y a sûrement encore quelques médicaments efficaces. Sans parler des nombreux roturiers qui ne pouvaient pas se payer de médicaments et devaient donc s'en remettre aux chamans, ce qui entraînait un taux de mortalité élevé. C'est pourquoi il était déterminé à donner des médicaments à tous ceux qui en avaient besoin. Quelques jours plus tard, Pharma demande où se trouve sa petite sœur, qui ne s'est pas jointe à la table du dîner. Il s'avère que Blanche souffre de la varicelle, et Bruno leur ordonne de rester éloigné d'elle pendant 3 semaines, afin qu'il ne l'attrape pas. Après avoir expliqué la situation à sa famille, Bruno prend congé en raison d'un appel d'urgence, même s'il semble tousser et se sentir mal. Peu après, Pharma a préparé un médicament pour sa jeune sœur, et il est entré secrètement dans la chambre de Blanche pour vérifier son état. En le voyant arriver, Blanche a eu peur qu'il soit grondé par leur père. Il répondit que c'était la raison de sa venue secrète. Peu de temps après que Pharma ait donné le médicament à Blanche, sa jeune sœur refuse parce que le médicament est amer. Cependant, il essaie de la persuader en mélangeant son médicament amer avec le macaron pour qu'elle mange le médicament. Blanche, surprise parce que son grand frère lui a apporté le médicament, dit que Bruno lui a dit qu'il n'y avait pas de remède à sa maladie. En entendant cela, Pharma a eu l'air choqué, puis il s'est dit que le médicament était dans le dernier livre et que, comme ils étaient occupés, leur père n'avait peut-être pas eu le temps de le lire. Pour cette raison, Pharma a demandé à Blanche de garder le médicament secret. Il lui interdit de se gratter la peau et dit que le virus se propage si la peau est grattée. Blanche se demande si le virus est dû au fait que les gens ne sont pas familiers avec le concept de virus ou de bactéries dans son monde. Pharma explique que le virus est une sorte de petit esprit maléfique invisible. Blanche dit franchement que son grand frère avait changé par rapport à avant. Auparavant, il ne voulait jamais accompagner sa petite sœur pour jouer. Même, il ne l'avait jamais nourrie. C'est pourquoi elle aime maintenant son grand frère actuel. En entendant cela, Pharma s'est tu car il se souvenait de sa petite sœur dans sa vie passée. Quelques jours plus tard, Bruno ne s'attendait pas à ce que Blanche se remette aussi vite. Le soir, Pharma apparaît dans la salle de distribution et estime qu'il a obtenu trop de pouvoir en tant qu'humain ordinaire. Il pouvait créer et dissiper la matière, diagnostiquer des maladies grâce à son cercle gauche, et voir quelque chose de plus grand que son cercle droit. Il se demandait si c'était parce qu'il était déjà mort auparavant. Peu de temps après, il a finalement achevé la création d'une micro-lentille unique qui peut être utilisée pour voir de petites choses plus grandes sans utiliser la force de sa main droite. Même s'il était impossible de voir un virus aussi petit, il a pu montrer des bactéries à Blanche avec cette lentille. Lorsque Pharma était sur le point de rencontrer Blanche pour lui montrer l'appareil, son père l'a soudainement appelé pour lui dire de se préparer à partir car il y avait un appel d'urgence du palais impérial l'informant de la détérioration soudaine de l'état de santé de la reine. Pharma, qui a vu son père continuer à tousser, a essayé de voir la maladie de son père avec ses yeux divins. Cependant, sa tentative échoua car Bruno se retourna soudainement pour le regarder au moment où il s'apprêtait à utiliser son pouvoir. Dans le palais impérial, apparaît un guérisseur nommé Claude qui, inquiet, annonce à Bruno que les poumons de la reine continuent de s'affaiblir. On peut voir que de nombreuses personnes se sont rassemblées dans la chambre pour connaître l'état de santé de la reine Elisabeth II. Après que Bruno soit entré dans la chambre de la reine, Pharma l'a suivi et a assisté à l'inspection de son père. Voyant que Bruno pouvait fabriquer des potions anesthésiantes, Pharma a été très surpris par l'astuce de son père, qui demandait maintenant à la reine d'inhaler la drogue. Pharma savait que la drogue n'avait aucun effet sur la maladie de la reine, ou peut-être que la drogue ne servait qu'à soulager sa douleur. Il avait entendu Claude dire à quelqu'un d'appeler le prêtre car demain pourrait être le dernier jour de la reine. Cependant, il pensait que ce n'était qu'un rituel pour faciliter la mort de la reine, car personne ne semblait vouloir la guérir. Finalement, Pharma a utilisé son œil de la planche pour voir la maladie de la reine, qui s'est avérée être un cancer du poumon, ou ce que l'on appelle communément la mort blanche. Comme il n'y a pas de seringue pour insérer le médicament, la seule option disponible est de prendre le médicament par la bouche. La concoction du médicament contre la mort blanche s'est avérée assez complexe, ce qui a rendu difficile pour Pharma de la visualiser avec précision, car si elle échouait, la vie de la reine serait en jeu. Alors qu'il pensait à toutes ces choses, Pharma fut soudainement surpris par l'arrivée de Louis, le fils de la reine, qui avait l'air triste de voir sa mère, qui ne s'était pas encore remise. Voyant cette tristesse, Pharma ne put arrêter son intention de la guérir, il s'approcha d'elle et lui demanda respectueusement la permission de la guérir car il avait un nouveau médicament pour sa maladie. Bruno, qui avait entendu cela, ordonna à Pharma de se retirer car personne ne pouvait guérir la reine. Cependant, la reine l'en empêche et permet à Pharma de la guérir. Dans une pièce fermée à clé, Pharma se prépare à mélanger le médicament tandis que Bruno ne cesse de frapper à la porte, obligeant son fils à renoncer à ses efforts pour sauver la reine. Un Bruno agacé utilise alors sa magie pour enfoncer la porte. Lorsqu'il entre,
Bruno gronde Pharma, qui est en train de concocter un médicament. Bruno sait déjà que la reine est atteinte de la mort blanche, ce qui pousse Pharma à reconnaître la prouesse de son père qui a su diagnostiquer la maladie sans l'aide d'un œil divin comme lui. Bruno rappelle à Pharma que les patients atteints de la mort blanche ne peuvent pas être soignés, ce qui les fait beaucoup souffrir. Cependant, il insiste pour distribuer le médicament et dit que son père devrait le prendre. Bruno, qui devient plus émotif, utilise alors son bâton et se prépare à attaquer. Cependant, Pharma tente de calmer son père car il ne veut pas que Bruno détruise la pièce. Soudain, Bruno l'attaque, mais avec le pouvoir qu'il possède, Pharma a pu créer la barrière magique, ce qui a surpris Bruno car son fils n'a pas utilisé de bâton ni jeté de sort pour créer la barrière. Pharma a ensuite donné son carnet à Bruno en expliquant qu'il s'agissait des nouvelles connaissances dont il avait rêvé lorsque la foudre l'avait frappé. Bruno vérifie le livre et remarque un symbole sacré sur le bras de Pharma. Il croit alors que son fils a reçu une révélation du dieu Yakuza. Pharma explique que si la concoction de la drogue réussit, il voudra relever la bonne réputation de son père au palais. Cependant, Bruno a refusé cela, et il a enseigné que Pharma devrait être capable d'assumer la responsabilité de sa propre concoction parce que la reine avait risqué sa vie pour lui faire confiance. C'est la responsabilité et la fierté d'un pharmacien. Finalement, Pharma a retiré ses murs et a fait comprendre à son père que son fils avait un élément positif. Pharma, qui avait fini de concocter le médicament, entra dans la chambre de la reine en portant une muselière. Claude, qui a vu cela, s'est approché de lui et a essayé de le bloquer. Lorsque la reine l'a vu bloquer Pharma, elle a grondé Claude et a demandé à Pharma de lui donner le médicament. D'autre part, Claude est allé voir Bruno et lui a demandé s'il n'avait pas essayé d'empêcher son fils. Bruno a répondu calmement qu'il croyait aux capacités de son fils qui aurait pu les surpasser tous. Avant d'expliquer les effets de la concoction, Pharma a voulu montrer un échantillon des crachats de la reine à l'aide d'un appareil ressemblant à un microscope qu'il avait fabriqué. La reine a eu l'air surprise de le voir, puis a demandé à voir la créature dans l'outil. Pharma a expliqué qu'il s'agissait d'un petit organisme à l'origine de la mort blanche. La créature est une bactérie qui a infecté la reine. Si le médicament est pris régulièrement pendant 6 mois, elle pourra peut-être se rétablir complètement. Pharma a alors demandé à la reine de prendre des médicaments, et à partir de ce jour, il la supervisera directement pour qu'elle prenne des médicaments tous les jours. Il a dit qu'il était prêt à risquer sa vie pour sa guérison. Un peu plus tard, Pharma a informé tout le monde que si le nouveau médicament s'avérait efficace, la mort blanche pourrait être guérie. Ainsi, ils n'ont plus à craindre la maladie. Les personnes présentes semblaient enthousiastes à l'idée d'entendre son explication et lui ont demandé d'expliquer la question en détail. Certains ont même loué sa technique sacrée comme étant extraordinaire pour fabriquer une seule microlentille. En entendant cela, Pharma a expliqué que ce n'était pas une technique sacrée mais qu'elle pouvait être facilement réalisée. Il était prêt à partager sa conception avec eux. Sur le chemin du retour, Bruno jette de temps en temps un regard à son fils. Il se rendait compte qu'il répétait sans cesse à Pharma d'avoir toujours une conscience pour chacun de ses patients, mais qu'il n'avait jamais fait de même pour son fils. Même lui ne savait pas ce que son fils pensait et ressentait chaque jour. Après avoir reçu le mélange de médicaments de Pharma, Bruno a remercié et félicité son fils pour ses capacités extraordinaires. Pharma, dont son père faisait l'éloge, a déclaré que bien que ses connaissances soient vastes, il ne savait pas comment s'occuper de patients mourants comme son père. Pour cette raison, en tant que personne poursuivant des études pharmaceutiques et médicales, Pharma a demandé à son père de continuer à le guider. Bruno, qui semblait touché par les paroles de son fils, a accédé à sa demande. 3 mois après la convocation du palais, Bruno annonce à Pharma qu'un représentant de l'université Novar-Love est venu chez eux et a demandé à la famille de Médicis de publier l'ordonnance du médicament de la mort blanche qu'il avait trouvé. Bruno s'est ensuite excusé auprès des représentants de l'université pour qu'ils rentrent chez eux car il était sûr que le médicament était un miracle du dieu Yakuza et qu'il n'avait pas besoin d'être enseigné à d'autres personnes. Cependant, Pharma s'est avéré avoir une opinion différente. Pharma avait dit que le médicament pouvait être fabriqué sans utiliser les techniques sacrées et qu'un jour, il publierait la méthode de fabrication. Son père fut surpris d'entendre cela. Pharma a dit que les connaissances précieuses doivent être partagées avec tout le monde. De cette façon, il est sûr que de nouvelles découvertes verront le jour dans les domaines pharmaceutiques et médicaux et qu'elles pourront profiter à tous. De plus, Pharma a expliqué que c'était juste son principe en tant que pharmacien, et il n'a pas nié que tout le monde a des principes différents. Bruno a déclaré que la perspicacité et les principes de Pharma constituaient une menace pour certaines personnes, et en tant que père, il pensait que quelqu'un voudrait se débarrasser de Pharma. Bien sûr, ce ne sont pas seulement les pharmaciens qui veulent se débarrasser de Pharma, mais certains individus qui apportent délibérément la mort blanche au palais. Bruno explique qu'il a obtenu des informations sur des personnes qui voulaient remplacer la position de la reine dans l'Empire, et qui l'ont donc conçu un plan en répandant la maladie dans le palais. Cependant, Pharma n'était pas sûr de cela car la probabilité que la maladie se développe n'était que de 10%. Lorsque Pharma est arrivé au palais, le prince Noah l'a joyeusement salué et l'a invité à le suivre pendant un moment. Dans une ruelle du palais, à voix basse, le prince Noah informe que la reine a préparé un cadeau pour Pharma prochainement.
Le prince Noah demande à nouveau quel cadeau Pharma veut. Innocent, il répond simplement qu'il ne veut rien. En entendant cela, le prince Noah le traite de stupide car Pharma peut demander de l'argent, des titres ou un territoire. Il dit que Pharma ne devrait pas hésiter à lui dire s'il veut quelque chose à l'avenir. En pensant à l'avenir, Pharma dit finalement au prince Noah qu'il veut ouvrir une pharmacie qui fournit des médicaments sûrs et bon marché pour tout le monde, quel que soit le statut social. Dans la chambre de la reine, après avoir pris ses médicaments habituels auprès de Pharma, elle fait l'éloge de son nouveau médicament, qui est efficace car son état s'améliore. Pharma dit alors que les humains ne peuvent pas prédire l'avenir et qu'aucun médicament ne peut guérir la maladie. Soudain, la reine dit que les paroles de Pharma contrastaient avec ce qu'il avait dit lorsqu'il avait fait un discours devant Claude et les médecins royaux. En entendant cela, Pharma a souri. Il avait dit des choses si optimistes à l'époque pour qu'elle se sente confiante dans sa guérison. Pharma a ensuite encouragé la reine en disant que son fils, le prince Louis, avait vraiment besoin d'elle et que beaucoup l'admiraient et avaient besoin d'elle pour diriger l'empire dans ce royaume. Pharma a ajouté que tant que les gens lui étaient loyaux, son existence était encore très précieuse. En entendant cela, la reine a souri tout en louant les paroles de Pharma. Il a dit qu'il était sûr qu'elle pourrait vivre une meilleure vie et apprécier chaque jour qu'elle passait. Cependant, la reine semblait confuse par le sens de ses paroles, mais il ne s'est pas expliqué et a quitté sa chambre. Plusieurs mois plus tard, Bruno félicite la reine, qui s'est rétablie. Elle l'a convoqué parce qu'elle voulait lui parler de Pharma. Le lendemain, Bruno amène Pharma pour assister à la grande cérémonie de l'Empire. Il s'est avéré qu'ils ont reçu une récompense de la part de la reine, parce que Bruno avait contribué à prendre soin d'elle jusqu'à présent et son dévouement à la formation de la prochaine génération de pharmaciens. Bruno a reçu une région appelée Mershire en récompense de ses services à l'Empire. La reine a conseillé à Bruno de poursuivre ses recherches dans le domaine pharmaceutique. Après cela, elle a convoqué Pharma et l'a officiellement nommé pharmacien de l'Empire en lui montrant un badge. De plus, la reine l'autorise expressément à ouvrir une pharmacie dans la capitale impériale. Le lendemain, Pharma est surpris par l'arrivée des envoyés de la reine qui vont l'aider à construire une apothicairerie. Même s'ils n'étaient pas prêts, la reine leur avait ordonné de construire la pharmacie ce jour-là. Peu après, Hélène arrive sur place car Bruno l'a invitée à aider Pharma à construire une pharmacie. Elle commence à lui poser des questions sur ses projets concernant la pharmacie qu'il souhaite. Pharma, qui n'a pas encore décidé du design et du concept de la pharmacie qu'il veut créer, a seulement dit qu'il voulait y réfléchir davantage en visitant différentes pharmacies. Cependant, l'un des envoyés de la reine, John, dit à Pharma que la pharmacie doit être construite comme il le souhaite, ou ils auront des problèmes s'ils ne donnent pas d'instructions. Finalement, des esquisses du bâtiment de l'apothicaire commencent à être dessinées, et Hélène dit que la reine permettra de le reconstruire si Pharma n'aime pas l'esquisse plus tard. Quelques jours plus tard, on constate que le bâtiment de l'apothicaire est presque terminé lorsque Jean remercie Pharma car ses plans détaillés ont vraiment aidé leur travail à être achevé rapidement. John a ensuite demandé le nom du dispensaire de Pharma. À l'origine, Pharma avait envisagé de nommer sa pharmacie de Médicis, mais il ne voulait pas adopter ouvertement le nom de la famille. Cependant, on ne peut nier qu'il est heureux que son rêve de construire sa propre pharmacie se soit réalisé. Même s'il ne s'attendait pas à ce que ce soit dans un autre monde. John a entendu les marmonnements de Pharma et a pensé qu'il l'avait baptisé « Pharmacie de l'autre monde », il a donc appelé un fabricant d'enseignes pour qu'il imprime le nom. Quelques jours plus tard, quand Hélène est venue voir la pharmacie, qui a maintenant une enseigne devant elle, elle a félicité Pharma au nom de la pharmacie. Cependant, il a nié et a dit que le nom était le résultat d'un malentendu. Hélène s'est calmée et a dit que si le nom de la pharmacie attirait l'attention des gens, et quel que soit le nom choisi par Pharma, ouvrir une pharmacie ne l'empêcherait pas de se heurter au syndicat des pharmaciens. Peu de temps après, un homme d'âge moyen qui semblait issu d'une famille aisée s'est rendu dans une pharmacie et a demandé qui en était le propriétaire. Le pharmacien a finalement répondu qu'il en était le propriétaire. Après cela, il a demandé pourquoi l'homme avait besoin de se rendre dans sa pharmacie. L'homme s'est alors présenté comme Véron et a dit qu'il était le chef du syndicat des pharmaciens de Saint-Field. Le pharmacien s'est poliment présenté comme le pharmacien royal et venait de la famille de Médicis. Puis Vernon l'a satirisé en disant que la pharmacie ne pouvait vendre que des bonbons car il était encore très jeune. Hélène, qui a entendu les paroles de Véron, a eu l'air très agacée et semblait prête à se battre. Voyant l'attitude de son professeur, Pharma a essayé de calmer Hélène et a souri à Véron en lui répondant s'il vendrait des comprimés pour la gorge avec une substance semblable à des bonbons. Pharma, qui sait que Véron n'aime pas la construction de sa pharmacie, demande s'il doit rejoindre la guilde s'il veut ouvrir une pharmacie. Véron répond que la guilde n'accepte pas les membres de la noblesse, mais qu'il l'envisagerait si Pharma voulait la rejoindre. Il a expliqué que sa guilde ne vendait pas de médicaments coûteux comme le ferait Pharma. Pharma a nié et a dit qu'il vendrait le médicament à un prix bas. Hélène, lassée des paroles de Véron, a fini par s'énerver et lui a dit d'être honnête s'il voulait détruire le magasin Pharma car elle était prête à le combattre. Véron a rétorqué qu'il n'était venu que pour dire bonjour. Peu après avoir terminé ces mots, il a quitté les lieux. Chez lui, Pharma pense encore à la personne qui s'occupera des finances de la pharmacie. Dans l'après-midi, Blanche et les servantes sont tristes car Cédric a décidé de prendre sa retraite pour soigner son genou.
En fait, Cédric voulait toujours travailler à la maison, mais l'état de son genou n'était plus possible. Sachant qu'il voudrait toujours travailler si ses genoux étaient en bonne santé, Pharma lui a demandé de travailler dans sa pharmacie en tant que comptable. Il a ensuite demandé à son père de permettre à Cédric de travailler avec lui à la pharmacie, car Cédric avait une formation en comptabilité. En entendant cela, Bruno a accepté la demande de son fils et a appelé Simon pour qu'il apporte un cadeau à Pharma, qui s'est avéré être un coffre d'or comme capital initial pour construire sa propre pharmacie. Après plusieurs jours, la pharmacie de Pharma est enfin inaugurée. Certaines personnes qui n'aiment pas l'existence de la pharmacie disent qu'elles veulent juste s'amuser en gaspillant l'argent de leurs parents pour les ouvrir. Un mois après l'ouverture de la pharmacie, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes de Pharma. Hélène disait que les roturiers se rendaient généralement dans une pharmacie consacrée aux roturiers. Quant aux nobles, ils faisaient généralement venir un guérisseur chez eux. Pharma a alors commencé à réfléchir à la manière d'attirer les gens dans sa pharmacie. Au même moment, Lot est soudainement arrivé en annonçant une bonne nouvelle. Pour savoir ce que les habitants pensaient de la pharmacie de Pharma, elle a récupéré un questionnaire qu'elle a partagé en discutant avec eux. Lot a ensuite annoncé les résultats de l'enquête qu'elle avait menée à une centaine de résidents de la capitale impériale. La première chose qui faisait hésiter les citoyens à se rendre à la pharmacie de Pharma était l'écusson impérial affiché en évidence sur la façade de la pharmacie, qui apparemment effrayait de nombreuses personnes. En outre, les habitants ne savaient pas comment parler aux nobles de peur de se faire gronder par eux. Puis certains ont dit qu'ils n'avaient pas les vêtements appropriés pour venir dans la boutique du noble, même si Pharma ne se souciait pas de cela. Ensuite, le garde à la porte s'est avéré être assez effrayant et a effrayé les résidents, et enfin, ils ne se sentaient pas en confiance pour acheter des médicaments dans une pharmacie parce que le propriétaire était un garçon de 10 ans. Peu après, Cédric suggère d'afficher les prix des médicaments et les frais d'inspection spécifiquement à l'avant du magasin. Mais Lot dit que certains habitants ne savent pas lire, ils doivent donc réfléchir à nouveau aux moyens d'attirer les clients et d'améliorer le service. Un vieil homme nommé James, le premier client de la pharmacie, est revenu visiter la pharmacie et a acheté 3 bonbons de mer. James, qui est venu plusieurs fois à la pharmacie, rend Pharma curieux et se demande s'il est un marin car il achète toujours des bonbons de mer qui ont pour fonction de prévenir la gale et contiennent de la vitamine C dont les marins ont besoin. En entendant cette question, James ne répond pas et part en disant qu'il a rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Peu de temps après, Pharma sort de la pharmacie et aperçoit par hasard James, qui est en train de discuter avec plusieurs personnes. Pharma a été surpris par l'apparition de ses parents, qui se sont déguisés en masque parce qu'ils voulaient visiter sa pharmacie en personne. Bruno a alors demandé la permission de visiter la pharmacie, et Pharma a accompagné ses parents avec enthousiasme et leur a expliqué. Au premier étage, on trouve une zone de vente des médicaments, une salle de distribution des médicaments et une salle d'attente pour les clients. Ensuite, au deuxième étage, il y a une salle de traitement et de repos pour les patients avec 4 lits et une chambre d'isolement avec des installations sanitaires. Au troisième étage, il y a une salle de repos pour les employés équipés d'une cuisine. Tandis que le quatrième étage est utilisé pour le laboratoire, où Pharma développe les médicaments. Bruno commente que la pharmacie est assez bonne et demande quels sont les clients car il ne voit pas de nobles, de marchands ou de roturiers venir. Pharma dit franchement qu'ils réfléchissent à des moyens d'attirer les consommateurs pour qu'ils se sentent à l'aise d'acheter des médicaments là-bas. Béatrice suggère alors que Pharma vende des cosmétiques aux nobles. Si les cosmétiques étaient connus des nobles et pouvaient être achetés à un prix relativement bas, les roturiers les porteraient également. Entendant le conseil de sa mère, Pharma demande quels cosmétiques les nobles utilisent habituellement. Béatrice lui répondit qu'elle avait toujours été intéressée par l'utilisation de produits cosmétiques qui pouvaient embellir la peau avec une odeur parfumée et durable. Bruno a ensuite suggéré à Pharma de ne pas vendre de poudre de blanchiment car elle contient des métaux dangereux comme le plomb blanc et le chlorure mercurique, et peut être inhalée par la bouche et le nez, les gens doivent donc être très prudents lorsqu'ils l'utilisent. Au milieu de leur conversation, un homme est venu à la pharmacie et leur a dit qu'une jeune fille noble nommée Chloé s'était soudainement évanouie. En entendant cela, Pharma se précipite pour vérifier. Arrivé sur place, Pharma a dit à la servante de Chloé qu'il était le pharmacien du palais et a finalement été autorisé à entrer dans la calèche, où elle se reposait. Grâce à ses yeux divins, Pharma a pu constater que Chloé ne souffrait d'aucune maladie et que son état actuel était dû à plusieurs coupures sur son bras, qui avaient commencé à s'infecter. Finalement, Pharma a dit à sa servante que Chloé ne souffrait d'aucune maladie mais qu'elle était juste faible parce qu'elle venait de faire la méthode de la saignée. En entendant cela, Chloé ne pouvait pas le croire car c'était une guérisseuse de confiance qui l'avait fait. Pharma a de nouveau expliqué que si elle saignait alors qu'elle ne souffrait pas d'une maladie et qu'elle avait un grand nombre d'incisions, cela pouvait bien sûr provoquer une infection. En arrivant à la pharmacie, Chloé, la fille du marquis de Châtillon, un homme d'affaires bien connu dans la capitale, dit franchement qu'elle a été rejetée par l'homme qu'elle aimait parce qu'il disait aimer les filles blanches. Chloé pensait que l'homme dirait qu'il l'aime quand sa peau est plus blanche, elle est donc déterminée à faire la méthode de la saignée. Pharma lui dit qu'un saignement excessif peut mettre sa vie en danger. Il lui donne du sirop pour se remettre de l'anémie et un médicament pour l'infection tout en expliquant que le médicament doit être pris 3 fois par jour, à savoir le matin, l'après-midi et le soir. Sans oublier,
Pharma a conseillé à Chloé d'arrêter d'utiliser la poudre blanchissante car elle pourrait mettre sa santé en danger. En pleurant, elle a répondu qu'elle ne pouvait pas le faire car elle voulait toujours être belle devant l'homme qu'elle aimait. Lot a alors suggéré à Pharma de faire quelque chose pour Chloé, et finalement, il s'est souvenu d'un fond de teint en poudre qui peut blanchir la peau et dont l'ingrédient est sans danger. Il a dit qu'il aiderait Chloé et lui a demandé de se rendre à la pharmacie dans une semaine. Quelques jours plus tard, Pharma surprend tout le monde dans la pharmacie car son visage est si blanc. Il s'avère qu'il est en train de tester une poudre qu'il a fabriquée pour Chloé. Les cosmétiques qu'il fabrique sont sans danger pour la santé. Ils ne contiennent pas de composés de plomb ou de mercure car ils ont été fabriqués à partir d'ingrédients naturels et sont bons pour la peau. Curieuse, Hélène a posé des questions sur le plomb et le mercure. Pharma a expliqué que la poudre blanchissante actuellement disponible contient du plomb et du mercure, qui sont très nocifs pour le corps. Si ces deux ingrédients sont trop absorbés par l'organisme, ils peuvent endommager les tissus nerveux ou les reins. Cependant Pharma prévoit d'informer la reine des dangers de ces cosmétiques. Une semaine plus tard, Chloé retourne à la pharmacie pour récupérer ses cosmétiques. Pharma lui demande de se laver d'abord le visage, puis d'appliquer une crème hydratante et une poudre blanchissante. Au début, Chloé a été un peu surprise car la poudre n'était pas celle qu'elle utilisait auparavant. Pharma a alors expliqué qu'il l'avait délibérément conçue comme une crème pour qu'elle soit facile à appliquer sur la peau, ce qui pouvait prévenir les coups de soleil. La teneur en oxyde de titane de la crème peut réfléchir les rayons UV. Après avoir appliqué la crème, Hélène a aidé Chloé à appliquer la poudre libre, et elle a été étonnée car la poudre libre faisait briller son visage. Pharma a fabriqué la poudre pour que le visage de la personne qui la porte soit blanc et scintillant comme la neige au soleil du matin. Heureusement, Chloé a vraiment apprécié le produit. De plus, Pharma lui recommande de nettoyer son visage, qui a été maquillé toute la journée, avec un démaquillant contenant des ingrédients qui nourrissent la peau. Si elle l'utilise régulièrement, sa peau peut devenir plus blanche, même si elle n'applique pas de poudre. Chloé, qui était très satisfaite de tous les produits fournis par Pharma, l'a ensuite remercié. Quelques jours plus tard, Pharma a commencé à promouvoir ses cosmétiques auprès du public. Lot a apporté un panier de ses cosmétiques et a commencé à les promouvoir auprès des gens. Elle a confirmé que les derniers cosmétiques étaient très populaires parmi la noblesse et a expliqué que ces cosmétiques étaient des produits de soins de la peau qui pouvaient blanchir et nourrir la peau à des prix abordables. Certaines femmes se sont intéressées à ces cosmétiques et les ont achetés. De plus, les emballages des cosmétiques vendus par Pharma contiennent des guides illustrés faciles à comprendre, afin que les personnes qui ne savent pas lire puissent les utiliser. Après le succès des cosmétiques vendus par Pharma et leur notoriété auprès du public, de nombreuses personnes ont commencé à acheter des médicaments et des cosmétiques à la pharmacie de l'autre monde de Pharma, car elle proposait des produits fréquemment utilisés par les nobles à des prix relativement bas. En fait, à cause du grand nombre d'acheteurs qui viennent, il arrive souvent que Chloé ne reçoive pas ses cosmétiques car ses produits sont épuisés. Pharma s'est excusé et a déclaré que leur production ne pouvait pas suivre le nombre de demandes. Chloé a alors suggéré à Pharma de créer une filiale indépendante pour les cosmétiques. Elle se dit prête à financer la création de la société et le recrutement de pharmaciens, mais la société reste la propriété de Pharma. Il s'est avéré que Cédric était prêt à aider l'administration à créer sa filiale. En entendant cette explication, Pharma a finalement accepté. Après quelques jours, la deuxième branche de la pharmacie de l'autre monde, Médic, spécialisée dans la production de cosmétiques, a été créée, ce qui a beaucoup surpris Pharma car le processus a été extrêmement rapide. Chloé a même recruté les meilleures pharmaciennes, les plus expérimentées et les plus compétentes sur le plan médical, dont les contrats ont pris fin parce qu'elles ont dû accoucher. Il s'est avéré que les pharmaciennes n'étaient pas en mesure de retravailler après avoir accouché, elles se sont donc senties honorées de pouvoir reprendre le travail. Un jour, la famille de Médicis décide de se rendre dans le Merchir, le territoire que la reine avait donné à Bruno et Pharma pour l'avoir guéri avec succès. Le Merchir était un célèbre port de commerce servant de porte d'entrée à l'Empire. Cet endroit est le plus grand producteur de plantes médicinales, ce qui est très important pour un pharmacien. Bruno et ses hommes discutent actuellement des rapports de comptabilité commerciale des 5 dernières années. L'un de ces hommes lui a parlé d'une compagnie de fret des Indes orientales du Royaume des Pays-Bas qui trichait pour éviter de collecter des taxes. En entendant le rapport, Bruno donne l'ordre à ses subordonnés d'en discuter avec la compagnie afin que les tarifs d'expédition soient réduits et que les marchandises puissent être livrées plus facilement. Alors que la réunion se poursuit, Pharma entre soudainement dans la salle de réunion pour rencontrer son père. L'assistant de son père, qui l'a vu, lui a suggéré de visiter la célèbre plage de Merchir, qui est très belle. En entendant cela, Pharma dit au revoir pour aller à la plage après que son père lui ait dit de ne pas se baigner seul dans la mer. En arrivant à la plage, Pharma voit Blanche qui joue au sable avec Lot. Elle lui demande alors la permission de se baigner dans la mer. Mais il leur interdit de se baigner dans la mer car son père l'avait prévenu. En entendant cela, Blanche supplie son frère de lui permettre de se baigner et promet de ne pas s'éloigner trop de la plage. Voyant l'expression pitoyable de sa sœur, il finit par accepter, ce qui la fit partir heureuse. Alors que Pharma se promène sur la plage, il aperçoit inopinément Hélène qui se prépare à nager dans la mer. Après cela,
Il s'assied sur la plage en regardant Blanche, ce qui lui rappelle sa petite sœur d'autrefois qui avait l'habitude de se baigner dans la mer chaque année. Il se souvient de la fois où sa petite sœur était en colère parce qu'elle ne pouvait pas se baigner dans la mer à cause de sa maladie. Soudain, Pharma est sorti de ses vagues. Il se précipite pour nager après Blanche, qui est entraînée de plus en plus loin. Mais alors que Blanche s'éloignait, Pharma a paniqué et a crié, provoquant l'émergence d'un étrange pouvoir en lui. Il crée accidentellement une terre ferme au milieu de l'océan pour la sauver. Miraculeusement, il semble que l'eau de mer soit retenue et forme une barrière pour les empêcher de se noyer. Hélène, qui se trouvait là par hasard après avoir chassé Pharma, semblait stupéfaite par le pouvoir de ce dernier. Après avoir réussi à ramener Blanche sur la plage, Pharma, qui s'inquiétait pour sa petite sœur, a vu son état grâce à ses yeux divins. Heureusement, Blanche n'avait pas bu beaucoup d'eau. Encore étonnée, Hélène lui demande quel est ce pouvoir, mais Pharma ne comprend pas. Il se sent coupable d'avoir laissé Blanche se baigner dans la mer, mais Hélène le réconforte en lui disant qu'il a fait un excellent travail en sauvant Blanche. La nuit, Pharma était pensif car il se rappelait l'heure à laquelle il avait l'intention d'éliminer les molécules d'eau de mer. S'il était juste un peu en retard, il pourrait éliminer Blanche et Hélène, qui avaient des molécules d'eau dans leur corps. Il pensait qu'il était normal que les gens craignent sa force déraisonnable. Voyant que Pharma ne dormait pas, Lot lui a demandé s'il avait besoin de quelque chose. Pharma répondit qu'il n'avait besoin de rien et lui dit de dormir. Cependant, elle trouve le courage de demander à Pharma de lui parler de l'incident sur la plage. Pharma a alors dit qu'il voulait que Lot n'ait pas peur de lui après avoir vu sa technique sacrée. Il a apparemment vu une Lot très effrayée sur la plage après avoir vu sa force. Lot, qui se sentait coupable, s'est excusé et a dit que sa technique sacrée était extraordinaire et qu'elle a courageusement aidé Blanche, même si c'est elle qui devrait aider Blanche, et non lui. Cependant, Pharma a justifié les actions de Lot car il savait que Lot ne savait pas nager. Il a dit qu'il était heureux que Lot reste sur la plage et ne se mette pas en danger. Même si Blanche était sa petite sœur préférée, il avait considéré Lot comme aussi précieuse que sa famille. En entendant cela, Lot a été très touchée par ses paroles, et elle était reconnaissante car elle sentait que Pharma l'avait sauvée. Dans une église, on a vu un homme nommé Salomon qui était surpris d'entendre un rapport de son collègue qui disait qu'il y avait un garçon sans ombre qui pouvait effacer l'eau de mer sans bâton. Ils ont appris la nouvelle d'un orphelinat du Mershir qui a vu ce qui s'est passé. Au début, ils n'ont pas pris l'histoire du garçon au sérieux jusqu'à ce que quelques jours plus tard, un gardien de l'orphelinat se rende sur place et trouve les restes d'une technique sacrée inhabituelle. Après cela, Salomon a demandé à l'un de ses hommes nommé Joseph de donner l'ordre à tous les diocèses de l'Empire sans fleuve de rechercher le garçon sans l'ombre. Il a dit qu'il devait éliminer le garçon car il n'était pas humain. Après une semaine de vacances dans le Mershir, Pharma ne s'attendait pas à ce que la pharmacie soit plus occupée qu'avant. Peu de temps après, il a vu deux hommes qui semblaient suspects, et quand il s'est approché d'eux, ils se sont éloignés. Pharma a ensuite discuté des deux hommes suspects avec Hélène et les autres. Elle a pensé que les deux hommes mystérieux pourraient s'intéresser à Pharma tout en expliquant que les robes blanches qu'ils portaient semblaient différentes de celles des guides de la ville. Hélène a ajouté qu'ils ressemblaient à des prêtres d'une église hors de l'Empire. Après cela, Pharma et les autres en ont discuté avec les gardes afin qu'ils soient plus vigilants et que rien n'arrive aux clients. Le lendemain, alors qu'un garde était sur le point d'ouvrir la porte de la pharmacie, soudain, une voiture à cheval a fait l'irruption dans la pharmacie. Le garde s'est empressé de le signaler à Bruno, qui était furieux qu'un groupe de personnes essaie de perturber l'activité de son fils. Non seulement cela, mais cela peut mettre en danger la sécurité de sa famille et de ceux qui se trouvent autour de la pharmacie. Bruno a l'intention de signaler l'incident à la reine car il a l'intuition qu'ils ont l'intention non seulement de détruire la pharmacie de Pharma mais aussi de nuire à son plus jeune fils. Bruno demande alors à Pharma s'il soupçonne quelqu'un car cette attaque est une déclaration de guerre à la famille de Médicis. En fait, Pharma a pensé à Véron, l'apothicaire en chef, ainsi qu'aux personnes en robe blanche qui étaient venues à la pharmacie il y a quelques jours. Cependant, Pharma n'a pas dit cela à son père car accuser sans preuve n'est pas bon. Il lui a répondu qu'il allait se renseigner. Son père a conseillé à Pharma de rester vigilant car leurs ennemis n'hésiteraient pas à utiliser diverses méthodes pour détruire la famille de Médicis. Après cela, Pharma s'est précipité à la pharmacie et a trouvé une pharmacie ravagée après l'incident. Malgré cela, il est soulagé que personne n'ait été blessé. Cédric dit alors à Pharma qu'il avait demandé à Hélène et Lot d'apporter certains des médicaments à Médic afin qu'ils puissent encore livrer des médicaments aux consommateurs si un client se présentait ce jour-là. James est soudainement arrivé à la pharmacie avec plusieurs jeunes hommes prêts à aider Pharma à nettoyer l'endroit. James a dit que les jeunes aimaient les bonbons de mer de la pharmacie de Pharma. Sachant que quelqu'un est prêt à l'aider, Pharma est très reconnaissant. En outre, plusieurs habitants qui vivent près de la pharmacie sont venus l'aider. Peu de temps après, une femme est soudainement venue à la pharmacie et a demandé à Pharma de vérifier l'état de son père, qui était inconscient depuis longtemps à cause de la chaleur. En entendant cela, tous ceux qui l'aident à la pharmacie lui ordonnent d'aider la femme. Cédric dit la même chose et assure à Pharma qu'il peut garder un œil sur tous ceux qui travaillent. Peu après, Pharma prend sa boîte d'équipement médical et monte à cheval jusqu'à la maison de la femme, qui se trouve loin de la ville. En chemin, la femme leur a indiqué une prairie qui les a obligés à poursuivre leur route à pied. Lorsque Pharma s'apprêtait à demander à nouveau la direction de l'endroit prévu et qu'il s'est retourné,
il s'est avéré que la femme avait disparu. Peu de temps après, Pharma fut soudainement entouré d'un groupe d'hommes portant des robes blanches et menés par Salomon. Il réalise que Salomon et ses hommes ont peut-être ordonné à la femme de le piéger. Salomon s'enquiert alors de l'identité de Pharma tout en confirmant que Pharma est le garçon dont ses subordonnés ont parlé il y a quelque temps, puis l'informe que lui et son groupe sont les inquisiteurs du diocèse de Panactéo, le principal ordre religieux de l'Empire de Sang-Fleuve. Pharma se souvient alors des paroles d'Hélène sur le diocèse de Panactéo, qui a encore plus d'autorité dans le domaine religieux que la reine. Ils ont déterminé les dieux protecteurs et les techniques sacrées pour les nouveau-nés et leur ont donné des péris. En outre, il existe au sein de l'ordre un groupe dont la tâche est d'éradiquer les mauvais esprits et les personnes hérétiques, comme Salomon et son groupe. Salomon accuse Pharma d'être un mauvais esprit déguisé en garçon. Pharma nie et dit qu'il est humain. Mais Salomon ne croit pas ces paroles et ordonne à ses hommes de former un sceau magique que Pharma pourrait facilement briser. Pharma tente alors de convaincre Salomon et son groupe qu'il n'est pas un esprit maléfique, mais il continue à l'attaquer de toutes les manières possibles, mais il peut facilement repousser toutes leurs attaques. Voyant que la force de Pharma dépasse celle d'un humain ordinaire, Salomon ordonne à ses hommes de le tuer. Au début, Pharma ne veut pas se défendre, mais comme le peuple est têtu, il finit par utiliser sa force pour faire tomber Salomon de son cheval. Peu de temps après, le dieu Yakuza apparaît soudainement sous la forme de Pharma, qui leur dit d'arrêter de l'attaquer car il est venu dans ce monde non pas pour se battre mais pour utiliser son pouvoir pour guérir les autres. Au même moment, Salomon et sa compagnie remarquent la marque sacrée sur le bras de Pharma, un symbole sacré d'un dieu au pouvoir illimité. Salomon et son groupe réalisent rapidement que le corps sans ombre et le symbole sacré du dieu Yakuza sont la preuve que Pharma est en réalité l'incarnation d'un dieu. L'apparition du dieu Yakuza avait poussé les hommes en robe blanche à se réveiller et à s'agenouiller devant Pharma après avoir su que la figure devant eux était un dieu. Salomon a alors confessé son péché car il avait présomptueusement attaqué le dieu. En guise de punition, Salomon était prêt à mourir car la blessure qu'il avait reçue en tombant de son cheval ne pouvait pas être soignée, donc tôt ou tard, il mourrait définitivement. Salomon a alors demandé à Pharma la permission de réparer sa vie sur place. Pharma, qui a repris sa forme humaine, l'empêche de mettre fin à ses jours, disant qu'il veut que Salomon et son groupe vivent et ne le dérangent plus, lui et sa pharmacie. Pharma explique qu'il ne veut pas que le sang coule à cause de cet incident. Il utilise alors son œil divin pour voir la blessure de Salomon. À cause de l'incident, le haut des tibias de Salomon s'est fissuré et a suinté du sang après avoir été frappé lorsqu'il est tombé d'un cheval. Voyant que les blessures de Salomon étaient assez graves, Pharma avait l'intention de l'opérer avant que la blessure ne s'infecte et ne mette sa vie en danger. Pharma a fait prendre des antibiotiques à Salomon pour éviter toute infection, puis il a injecté un anesthésiant dans le dos, nettoyé la plaie et coupé les tissus qui ne fonctionnaient plus. Ensuite, Pharma a recousu la plaie et l'a recouverte d'un bandage. Pharma a demandé à Salomon et à son groupe de garder le secret car ils ne voulaient pas faire de vagues. Ils acceptent alors de garder le secret, de remercier Pharma de ne pas les punir et de le sauver. Pharma leur dit alors qu'ils n'ont pas besoin de penser à cela car en tant que personne ayant étudié la pharmacie et la médecine, il est normal qu'ils sauvent la vie de nombreuses personnes. Quelques mois plus tard, Hélène raconte à Pharma qu'un pasteur en chef nouvellement nommé est venu à la pharmacie, et qu'il s'agissait en fait de Salomon, qui voulait remercier Pharma et lui offrir un cadeau. Salomon a alors dit à Pharma qu'il avait envoyé un rapport à la direction du diocèse de Panactéo selon lequel il n'y avait aucun signe d'égarement à Sang-Fleuve et qu'il n'y avait jamais vu de garçon sans ombre. En entendant cela, Pharma remercia Salomon et fut grandement soulagé que maintenant personne ne le soupçonne plus. Salomon dit qu'il était venu s'excuser et remercier Pharma et qu'il voulait lui donner un bâton. Le bâton est l'un des trésors du diocèse de Panactéo, que l'on appelle le bâton du dieu de la pharmacie. En plus de pouvoir aider l'utilisateur à combattre, le bâton peut être utilisé pour diagnostiquer et devenir un moyen de guérison. Lorsque Pharma a tenu le bâton que Salomon lui avait donné, celui-ci a émis une lumière, indiquant que le bâton du dieu de la pharmacie avait reconnu Pharma. Voyant qu'Hélène était fascinée par le bâton, Pharma lui a demandé de le tenir. Cependant, Hélène ne pouvait pas du tout toucher le bâton. Salomon lui a dit que la baguette du dieu de la pharmacie n'était pas de ce monde, et que seule l'incarnation du dieu de la pharmacie pouvait l'utiliser. C'est pourquoi le bâton ne peut pas être touché par des mains humaines. Même Pharma était encore étonné que le sceptre du dieu de la pharmacie puisse flotter après qu'il y ait infusé un pouvoir divin. D'autre part, il s'avère que l'auteur qui a écrasé la calèche sur la pharmacie est toujours un mystère car Salomon n'a jamais demandé à personne de faire cela. Avant de prendre congé, Salomon remet à Pharma une autre forme ronde. Salomon explique qu'il s'agit d'un charme de suppression divine qu'il peut utiliser pour dissimuler son trouble afin que Pharma puisse avoir une ombre lorsqu'il marche au soleil. Pharma semble heureux de l'avoir car il a toujours voulu se promener avec sa petite sœur et Lot pendant la journée. Pendant que Pharma attend que sa petite sœur et Lot finissent de faire leurs courses, il prévoit d'ajouter de nouveaux employés car sa pharmacie est de plus en plus remplie chaque jour. Malheureusement, il a du mal à trouver des pharmaciens nobles, alors que les pharmaciens roturiers expérimentés sont déjà inscrits à la guilde des apothicaires, ce qui rend impossible leur recrutement. Non loin de l'endroit où Pharma attendait, il y avait une pharmacie. Il a vu un pharmacien expliquer à une cliente que la pharmacie ne vendait pas les mêmes médicaments que la pharmacie de l'autre monde. La femme trouvait difficile d'obtenir des médicaments à la pharmacie car elle était toujours occupée. Peu de temps après,
le gérant de la pharmacie, nommé Pierre, a expliqué qu'il ne pouvait pas vendre des médicaments comme ceux que vendait la pharmacie de l'autre monde, car le syndicat des pharmaciens n'avait pas donné l'autorisation de les vendre. Comme il n'y avait qu'une seule guilde d'apothicaires dans la ville qui délivrait des licences pour vendre les médicaments des roturiers, les pharmaciens des roturiers ne pouvaient pas faire grand-chose, et ils ne pouvaient pas s'opposer aux politiques de la guilde d'apothicaires présidée par Véron. En entendant cela, Pharma a dit à Hélène qu'il voulait former une guilde de mélange de médicaments afin que les pharmacies des roturiers puissent vendre les médicaments nouvellement concoctés par ces derniers. Hélène lui a répondu qu'actuellement, la pharmacie de l'autre monde possède déjà une filiale, à savoir Médic, ce qui signifie qu'il a rempli les conditions requises pour former un syndicat de pharmaciens selon la réglementation. Une fois la guilde formée, d'autres pharmacies pourront par la suite rejoindre leur guilde et vendre les médicaments qu'elles concoctent. Hélène espère que les documents du syndicat des pharmaciens que Pharma soumettra pourront être approuvés afin de réduire le nombre de visiteurs à la pharmacie de l'autre monde et d'alléger la charge de travail des employés. Quelques jours plus tard, Véron est visiblement irrité par le fait que la pharmacie de l'autre monde s'est agrandie et est devenue de plus en plus bondée de monde. Devant ses membres, il a déclaré que cela ne pouvait pas continuer parce que les médicaments de la pharmacie de l'autre monde étaient trop bon marché, même les pauvres pouvaient se les payer. Vernon a ajouté qu'il était possible que l'apothicaire de la pharmacie utilise des techniques sacrées ou utilise l'argent de son père, qui était un pharmacien royal de renommée mondiale, et de la reine. En entendant les plaintes de Véron, Fred, qui était dans la pièce, a jugé que Véron était le cerveau derrière l'incident de la calèche qui a fait irruption dans la pharmacie de l'autre monde. Il a posé la question à Sam, un camarade de l'Union à côté de lui, et Sam a répondu par l'affirmative. Sam a ajouté que Véron était en colère avant l'ouverture officielle de la pharmacie. Puis, devant le forum, Véron a dit que la pharmacie de l'autre monde était une source d'ennui pour eux, et qu'ils devaient donc pouvoir s'en débarrasser. Pour cette raison, il a interdit à tous les membres de sa guilde d'approcher la pharmacie de l'autre monde. Si quelqu'un l'enfreint, il sera expulsé du syndicat et sa licence commerciale sera confisquée. Dans la journée, on a vu que Pierre a emmené sa fille chez le docteur Donald. Ce dernier, qui passait par là, l'a informé que la clinique était fermée jusqu'à la semaine prochaine et s'est enquis de l'état de santé de Marie, qu'il détenait. Pierre voit accidentellement le badge du pharmacien royal et détourne le regard de Pharma. S'en rendant compte, il se présente comme le pharmacien de la pharmacie de l'autre monde et propose de s'occuper de Marie. Au début, Pierre refuse, mais après avoir vu l'état alarmant de Marie, il finit par hocher lentement la tête. Après cela, Lot se précipite pour préparer le lieu de l'inspection. Arrivé à la pharmacie, Pharma conduit Pierre par la porte arrière de la pharmacie. Dans la salle d'examen, Pharma, portant son masque, a demandé à Pierre de mettre Marie sur le lit. Ensuite, il a demandé à Pierre de porter un masque. Pierre était confus et a posé des questions sur les objets que Pharma lui avait donnés. Calmement, il a expliqué que l'objet était un masque pour protéger les gens d'une maladie. Pierre intervint alors en demandant si les masques étaient les mêmes que les objets destinés à servir d'antidote aux maladies. En entendant cela, Pharma a seulement répondu que les masques avaient une telle fonction. Il s'avère qu'une autre raison pour laquelle Pharma l'a fait entrer par la porte de derrière était d'empêcher les autres clients de la voir. L'examen de Marie a commencé lorsque Pharma lui a posé plusieurs questions sur son état. Pharma a alors déclaré que Marie avait une forte fièvre, qu'elle était déshydratée et qu'elle était faible. Il a demandé si Marie avait des crises nocturnes ou non. Pierre, admirant la minutie de Pharma lors de l'examen de sa fille, reprend ses esprits et répond que Marie a eu une crise pendant environ 2 à 3 minutes. Ensuite, il l'apaise en calculant la différence entre le poids de Pierre, qui porte Marie, et son propre poids. Pharma a expliqué que le poids de Marie l'aiderait à déterminer le bon dosage du médicament, car si le dosage n'était pas correct, le médicament ne serait pas efficace ou pourrait avoir des effets secondaires. Lorsque Pharma vérifia la température de Marie, Pierre s'arrêta et réalisa que les pharmaciens populaires comme ceux de sa guilde déterminaient généralement le dosage pour les jeunes enfants en donnant la moitié de la dose adulte. Peu après sa rêverie, Pierre fut surpris de voir Pharma utiliser son œil divin pour diagnostiquer Marie, puis il informa Marie qu'il n'y avait aucune anomalie dans son cerveau. Pierre, qui était curieux, demanda si ce que faisait Pharma était une technique sacrée ou non. Il ne répondit que brièvement par l'affirmative et dit à Pierre que Marie n'avait qu'un simple rhume qui était déjà assez grave. Pierre fut surpris car elle avait de la fièvre au point d'avoir des convulsions et de l'écume à la bouche et pensait qu'elle était possédée par un mauvais esprit. Pharma secoua la tête. Il expliqua que la forte fièvre était due au virus de la grippe qui attaquait le corps de Marie. Comme elle ne présentait les symptômes que depuis un jour, Pharma lui a donné un médicament qu'elle devait inhaler par le nez, car il ne serait pas très efficace si elle l'avalait. En l'inhalant, le médicament se dirige directement vers les voies respiratoires, où l'agent pathogène se développe. Pharma poursuit son explication et dit que la fièvre dans le corps de Marie est due au fait que son corps élimine les agents pathogènes de la maladie. Cependant, une fièvre constante est néfaste car elle épuise son énergie. Pharma lui fournit donc un médicament pour faire baisser la fièvre, le paracétamol. Le soir, Pierre est étonné que le médicament de Pharma agisse si rapidement, et il remercie Pharma de l'avoir aidé. Il fournit des médicaments pour 5 jours car la pharmacie est fermée. Il ajoute que si l'état de Marie s'aggrave, elle demande à Pierre de ne pas hésiter à prévenir le gardien de la pharmacie car Pharma serait prêt à aller la voir même si c'est la nuit.
Puis Pharma a ajouté qu'il voulait aider les personnes qui cherchaient une aide médicale la nuit. Pierre a demandé le montant total des frais qu'il devait payer et a dit qu'il promettait de les payer plus tard. Pharma a répondu que Pierre ne devait payer qu'un seul pain, ce qui l'a surpris car il était si bon marché. Pharma était franc s'il donnait un prix bas pour que ce soit plus facile pour les enfants de se faire tester. Après avoir franchi les portes de la pharmacie, Pierre a enfin compris pourquoi la guilde ne pouvait pas lui faire concurrence. Au domicile de Pierre, sa femme est venue s'enquérir de l'état de leur fille, qui s'était endormie. En apprenant que le médicament puissant provenait de la pharmacie d'un aristocrate, elle fut choquée que cela soit contraire aux règles de la société. Mais il n'avait pas d'autre choix. S'il n'avait pas été aidé par la pharmacie, Marie n'aurait peut-être pas survécu. Pierre a dit que la pharmacie était extraordinaire parce que le propriétaire avait de grandes connaissances et était très amical avec les patients. C'est le vrai pharmacien. Pierre est pharmacien, il a de l'expérience et a confiance en ses connaissances. Mais comparé à la pharma, un roturier comme Pierre ne pouvait pas utiliser les techniques sacrées et n'avait pas accès à une mine de connaissances médicinales. Il souhaiterait que les connaissances de pharma puissent être partagées avec lui. Cependant, sa femme s'inquiète du sort de son mari s'il s'oppose au syndicat des pharmaciens. Voyant que son mari avait l'air troublé, elle a essayé de le calmer, en lui disant qu'il n'y avait rien de mal à ce que Pierre obéisse au syndicat comme maintenant, parce que Marie était encore petite, et qu'il devait donc éviter les choses qui menaceraient leur survie. Ils se sont souvenus de la dette de l'ouverture du magasin, ce qui a rendu sa femme très triste. Le lendemain, lors de la réunion du syndicat, Véron est toujours désabusé par la baisse des ventes dans tous les magasins. Ils ont parlé de la pharmacie de Pharma, qui a ouvert une succursale de magasin de cosmétiques et qui s'apprête à en ajouter une troisième. Il s'avère que la femme de Pierre a récemment acheté en cachette les produits cosmétiques de Pharma. À cause de cela, Pierre l'a puni. Un membre de l'Union a déclaré que les cosmétiques étaient si célèbres que les clientes féminines étaient très intéressées par ces produits cosmétiques. Il n'y avait pas que les clientes féminines. On a rapporté que le prêtre en chef nouvellement nommé avait visité la pharmacie de l'autre monde. D'un autre côté, Pierre, qui a entendu la conversation, est resté silencieux. Voyant Pierre, qui avait l'air silencieux, Véron lui a demandé son avis sur la pharmacie de l'autre monde. De plus, la pharmacie de Pierre était la pharmacie qui avait le plus souffert car elle était très proche de la pharmacie de l'autre monde. Enfin, Pierre a demandé à tout le monde dans la salle si quelqu'un était déjà allé à la pharmacie de l'autre monde et avait vu ses médicaments. Bien sûr, tous ont répondu qu'ils ne voulaient pas y aller parce que c'était leur rival. Pierre leur a suggéré de lui rendre visite comme il l'avait fait pour savoir pourquoi les clients hésitaient à retourner dans leur pharmacie. Véron fut alors très surpris d'entendre cet aveu car l'un de ses membres était déjà allé à la pharmacie de Pharma. Pierre a expliqué que le pharmacien avait contribué à la guérison de sa fille. Il a dit à Véron que la pharmacie de l'autre monde ne faisait pas de discrimination entre les roturiers et les nobles, les riches et les pauvres. Ils recevaient tout le même traitement et les mêmes médicaments. En entendant cela, Véron s'est énervé et a dit que même si les connaissances du propriétaire de la pharmacie étaient très étendues, cela ne signifiait pas que sa méthode était correcte car Pharma utilisait l'autorité de la reine pour fixer les prix de façon arbitraire et tromper leur façon de faire des affaires. Véron confirme que ce n'est qu'un stratagème des nobles qui ont toujours méprisé les roturiers. Il y a quelques années, Véron a eu l'air triste quand il a dû perdre sa fille parce que sa technique sacrée avait une limite. Quand il a voulu demander de l'aide aux aristocrates, ils ont augmenté le prix du précieux médicament pour qu'il soit très cher. Comme aucun des nobles n'a voulu sauver sa fille, Véron a finalement dû la regarder mourir. Peu de temps après, Vernon, furieux, déclare que l'infrastructure de santé du peuple sera détruite si la pharmacie de l'autre monde est autorisée à fonctionner. Par conséquent, il devait se débarrasser de la pharmacie. Cependant, Pierre persiste à penser qu'ils ne doivent pas se débarrasser de la pharmacie de l'autre monde mais plutôt apprendre d'elle. Vernon, qui a entendu cela, s'est mis en colère parce que Pierre a dit cela. Pierre dit encore que s'il vendait des médicaments dont l'efficacité n'était pas claire, cela reviendrait à tromper les clients. Selon lui, c'est une honte pour les pharmaciens. Cependant, Véron semble avoir perdu son sang-froid lorsque Pierre lui explique les particularités de la pharmacie de Pharma et lui dit de quitter la guilde si Pierre le souhaite. Le lendemain, Pierre était assis tristement devant sa pharmacie ravagée. Juste à ce moment-là, Pharma passe devant le magasin. En le voyant assis devant sa pharmacie, Pharma comprit que Pierre était le propriétaire de la pharmacie et lui demanda ce qui s'était passé. Pierre explique qu'il n'est plus le propriétaire de la pharmacie après avoir dit au syndicat des pharmaciens comment examiner Marie. À cause de cela, les médicaments et les permis d'exploitation ont été confisqués. Se sentant coupable, Pharma s'excuse alors parce que la pharmacie de Pierre a été détruite. Pierre dit que Pharma n'a pas besoin de s'excuser. Au contraire, il a été impressionné par les médicaments et la pharmacie de Pharma qu'il a voulu changer. Cependant, l'Union l'a mis à la porte, il ne pouvait donc pas faire de commerce dans son pays. Pierre a pensé à déménager dans un autre pays et à repartir de zéro, car c'était sa seule voie.
Pharma a demandé à Pierre s'il pouvait à nouveau faire des affaires s'il rejoignait une autre guilde. Pierre a accepté, mais il a dit que la guilde des pharmaciens de ce pays n'était que la guilde des pharmaciens des roturiers, et qu'il devait donc rejoindre la guilde pour faire des affaires. Pharma, qui a déjà une nouvelle guilde appelée la guilde de la composition de médicaments, finit par le dire à Pierre et l'inviter à rejoindre sa guilde, qui vend de nouveaux médicaments. En entendant cela, il était heureux et prêt à la rejoindre. Le temps a passé, et Pierre a finalement récupéré sa boutique, et ce jour-là, c'était l'ouverture de sa boutique. Il était un peu inquiet de savoir si des clients viendraient dans sa boutique, car celle-ci n'était pas la pharmacie de l'autre monde gérée par Pharma. Cependant, après que sa fille l'ait encouragé, Pierre décida d'ouvrir sa nouvelle pharmacie. De manière inattendue, de nombreuses personnes attendaient à l'extérieur de la pharmacie car elles avaient découvert que c'était la première pharmacie à s'associer à la pharmacie de l'autre monde, où tous les médicaments vendus étaient les mêmes. En voyant les clients faire la queue devant sa pharmacie, Pierre fond en larmes. La scène bascule ensuite dans le passé, où l'on voit le procès d'un homme de génie nommé Camus. Les juges du procès ne savent pas que Camus, qui a créé de nombreuses innovations médicales, a mené des expériences aussi horribles. Bruno, qui était encore jeune à l'époque, ne s'attendait pas à ce que Camus lui dise qu'il ne comprenait pas que, quelle que soit la quantité de médicaments qu'il inventait, les humains mourraient toujours. Mais peu importe le nombre d'humains qui meurent, ils donneront naissance à de nouveaux humains. À cette époque, Camus a été puni pour avoir réalisé à plusieurs reprises des expériences horribles sur des humains. Dans le présent, Bruno a ouvert les yeux et a réalisé que c'était un rêve. Après le petit déjeuner, Pharma a vu quelque chose de différent chez son père et l'a interrogé sur son état. Brièvement, Bruno répond qu'il va bien et qu'il pense juste à quelque chose. Quelques instants plus tard, Simon arrive avec une lettre de Pâle. Sachant que c'est une lettre de son fils aîné, Béatrice est enthousiaste et pense que Pâle sera bientôt à la maison. Cependant, le contenu de la lettre indique apparemment qu'il a décidé de reporter son retour. Blanche demande alors si son frère aîné est très occupé. Pharma, qui a entendu la question de sa jeune sœur, répond que Pâle est peut-être occupé à étudier pour terminer le collège. Bruno demande ensuite à Pharma de venir dans sa chambre, où il lui explique que le mois prochain n'aura lieu la foire de la Sainte-Fleuve, le plus grand événement commercial qui se tient une fois par an pendant un mois, et que des marchands du monde entier se réuniront dans la capitale impériale. Pour cette raison, il a rappelé à Pharma d'être plus prudent concernant une étrange épidémie qui sévit sur l'île de Vente, une colonie voisine des Pays-Bas. D'après une lettre de Pâle, au moins 1000 personnes sont mortes de cette maladie mortelle. En entendant cela, Pharma a été surpris et a demandé s'il s'agissait d'une maladie endémique ou si elle provenait d'un poison. Malheureusement, Bruno lui-même ne connaissait pas les détails. La meilleure équipe de recherche de l'Académie Novarlov avait apporté ces échantillons pour les étudier, mais au lieu de cela, 2 des chercheurs ont été infectés et sont devenus des victimes en raison du taux de transmission élevé. Bruno a de nouveau expliqué que l'épidémie ne prendrait fin qu'après la mort de toutes les colonies. Cependant, un navire marchand hollandais transportera plus tard des marchandises de l'île pour la foire, ce qui signifie qu'il est probable que des marchandises contaminées arrivent dans la capitale impériale par le port de Mershire, un territoire de la famille de Médicis. Pharma s'enquiert ensuite des restes des chercheurs ou de leurs échantillons survivants pour des investigations plus poussées. Bruno relut le contenu de la lettre de Pâle, qui l'informait que la technique du feu sacré avait détruit tous les corps et échantillons. Tous les échantillons de son cadavre s'étaient transformés en cendres et n'avaient rien laissé. La Pharma pense que les virus et les bactéries sont faibles face à la chaleur. Mais les mesures qui ont été prises montrent que même les plus hautes autorités du monde considèrent que la situation est hors de contrôle car le développement de cette maladie n'est clairement pas normal. Dans sa lettre, Pâle raconte comment un chercheur a soudainement ressenti une forte fièvre suivie de maux de tête et de vomissements après avoir étudié des échantillons de la maladie. Des bosses sont apparus sur son cou et ses aisselles. Après cela, il est tombé dans le coma et est décédé le 7e jour après l'apparition des premiers symptômes. Pendant ce temps, un autre chercheur a connu un état critique plus rapidement, et sa peau est devenue noire avant de mourir. Après la mort des 2 chercheurs, leur laboratoire a été scellé, et les visites sur l'île ont été interdites. Bruno annonce alors à Pharma que l'université Novarlov possède un appareil révolutionnaire inconnu, un microscope que Pharma a construit. Comme il existe peut-être un croquis de la maladie, il demande finalement à son père de lui demander ce croquis. Pendant ce temps, au palais, il apparaît qu'un ministre a rapporté à la reine la réduction de 20% du taux de mortalité dû à la maladie dans la capitale impériale. Ceci grâce aux performances de la pharmacie de l'autre monde et de l'Union des compositeurs de médicaments, dont les partenaires ne cessent de croître. En outre, il dispose de produits cosmétiques plus sûrs et mène régulièrement des actions de sensibilisation à la santé afin d'inciter les citoyens à prévenir les maladies. Plusieurs ministres ont exprimé que les performances de la pharmacie de l'autre monde étaient vraiment étonnantes, tandis qu'un autre ministre a fait valoir que si les réalisations étaient dans chaque région, alors la prospérité de l'Empire serait inébranlable. En entendant cela, la reine s'est moquée du ministre car, au départ,
il était l'un de ceux qui avaient rejeté la pharmacie de l'autre monde parce qu'elle était dirigée par un jeune garçon, mais maintenant il faisait l'éloge de Pharma. Compte tenu des performances exceptionnelles de Pharma, la reine a envisagé de lui décerner le titre d'archiduc. Cependant, une femme ministre qui se trouvait là a informé que Pharma était mineur, alors que le règlement de l'Empire interdit aux mineurs de le recevoir. Finalement, la reine a reporté l'attribution du titre d'archiduc à Pharma jusqu'à ce qu'il ait satisfait aux exigences réglementaires. Elle soupçonnait Pharma de posséder des capacités supérieures à celles des humains ordinaires, elle l'aiderait donc à accéder plus facilement à toutes les facilités qui lui seraient utiles. La reine souhaitait que la prospérité de l'Empire puisse durer éternellement. Le lendemain, Pharma a parlé à Hélène d'une maladie mortelle qui pourrait menacer la sécurité des habitants. En effet, la foire aura lieu dans 2 semaines, ils ne peuvent donc plus arrêter les cargaisons en provenance des Pays-Bas. Alors qu'ils discutent encore de la manière de faire face à cette situation, Lot arrive soudainement avec une lettre de Pâle pour Pharma. Après avoir regardé les croquis de la maladie que son frère lui a envoyés, Pharma a vite compris que la maladie mortelle était la peste noire. À midi, Hélène a envoyé ses disciples dans le Mershir pour donner des instructions à Pharma au gouverneur Adam. Elle lui dit de préparer tout ce qui est nécessaire pour construire un lieu de quarantaine dans le Mershir. Puis Pharma leur a conseillé d'être prudents lors de l'inspection des cargaisons en provenance des Pays-Bas. Si un membre de l'équipage est infecté, il doit être isolé. Peu après, Hélène et Pharma rencontrent Bruno pour discuter du mystérieux agent pathogène. D'après les symptômes de la peau noircie, des ganglions lymphatiques enflés et l'apparition de bactéries dans le croquis, Pharma a conclu que la peste était la peste noire. Bruno est d'accord avec son fils, même s'il n'en a entendu parler que dans la littérature. Il réalise que la peste noire s'est produite il y a environ 200 ans et qu'elle était mortelle. La peste noire, ou peste-pesse, est une maladie mortelle transmise par les puces des rongeurs. Sur Terre, cette peste s'est produite de nombreuses fois. Au XIVe siècle déjà, la peste a réduit de moitié la population de l'Europe. Le taux de mortalité des seules épidémies de peste atteint 50 à 70%, alors que si l'agent pathogène a provoqué une pneumonie, il est certain que le patient mourra. La Pharma pensait que cette maladie pouvait être le pire cauchemar de l'histoire de l'humanité car elle pouvait se reproduire même si elle avait été éradiquée. Bruno raconte ensuite l'histoire d'un navire qui avait accosté sur l'île de Vente et qui se rendait à la capitale impériale. Pharma dit qu'il a donné l'ordre au gouverneur Adam de construire une zone de quarantaine au port de Mershir. Peu après, les étudiants d'Hélène, qui pouvaient enseigner comment vérifier la présence de la peste, furent envoyés à Mershir pour commencer le plan de quarantaine. Voyant son père avoir l'air désespéré, Pharma lui assure qu'ils pourront sauver des gens car il a préparé un médicament appelé lévofloxacine. Cet antibiotique est très efficace contre la bactérie à l'origine de la peste noire. Pour l'instant, seul Pharma peut le fabriquer, mais il a demandé à des pharmacies partenaires de préparer les doses nécessaires. Leur première mission est d'empêcher quiconque d'être infecté. Cependant, comme il n'est pas facile de prévenir les épidémies, Bruno se rend au palais avec Hélène et Pharma. Après avoir écouté leurs explications, l'impératrice ordonne de fermer partiellement les portes menant à la capitale impériale et de renforcer la sécurité des routes commerciales en mettant en place des postes de contrôle. Peu après, Pharma supplie la reine d'installer des postes de contrôle aux endroits stratégiques. Il ajoute que les pharmaciens de l'Union des compositeurs de médicaments sont prêts à coopérer. En outre, la peste noire étant transmise à l'homme par les puces des rats, il devait couper la voie de transmission en demandant aux habitants d'exterminer les rats et de se débarrasser des puces en nettoyant leurs vêtements en les faisant bouillir. La reine a ensuite déclaré qu'elle annoncerait toutes ses suggestions et demanderait à ses ministres de tout préparer. Ailleurs, Pharma enseigne à Pierre la microscopie composée, qui permet de réduire le risque que les échantillons entrent en contact avec les yeux ou la bouche du chercheur. Ensuite, Pharma interroge Pierre sur la préparation de son nouveau médicament. Il a répondu qu'il n'y avait aucun problème avec la préparation. Les ingrédients raffinés de Pharma ont été rendus suffisants pour 1 millier de patients. Le poste de quarantaine a également reçu le médicament. Il est dit que si quelqu'un est infecté, le médicament sera donné gratuitement. Peu après, Pharma a rappelé que si la bactérie infecte les poumons, la transmission peut se faire par la bouche, et les gouttelettes se répandent plus rapidement. Pour cette raison, il a demandé à Pierre de donner des médicaments à tous ceux qui en avaient besoin. D'autre part, la reine a interrogé le ministre des Finances sur les préparatifs de la foire de Saint-Fleuve. Le ministre a répondu que les préparatifs allaient bon train et qu'il n'y avait aucun problème. Il a dit que les hommes d'affaires de l'Union commerciale impériale avaient déjà préparé leurs marchandises, et que les marchands d'outre-mer continuaient à venir. Pendant ce temps, Salomon avait rassemblé ses membres, qui possédaient la technique du vent sacré, pour renforcer la sécurité avec la magie de purification. Puis la reine a demandé que la foire de Saint-Fleuve mette la sécurité au premier plan et se tienne quand même malgré le risque de la dignité de l'Empire. Pendant ce temps, Pharma et Hélène se préparaient à partir pour Mershir City. Au même moment, Camus a été vu, couvert d'une aura noire, passant devant plusieurs personnes inconscientes et a vu plusieurs rats ramper à ses pieds.
Peu de temps après, Pharma et Hélène avaient enfin atteint le port de Merchir. Il a demandé à Hélène d'inspecter tous les navires avant le début de la foire. Peu après, les élèves d'Hélène les accueillent et leur rapportent que tous les navires en provenance de l'étranger ont été inspectés selon les instructions de Pharma. Ils ont ensuite fourni une liste des articles présents à bord et les résultats des contrôles sanitaires de l'équipage. Après cela, les navires qui ont passé l'inspection, les marchandises seront purifiées par la technique du vent sacré avant d'être descendues. Si une personne est testée négative mais est soupçonnée d'être exposée, elle sera dirigée vers la chambre d'isolement. À l'aide d'un petit bateau, Pharma et Hélène inspectent le navire qui est sur le point d'accoster au port. Elle vérifie les membres de l'équipage un par un pour s'assurer qu'ils n'ont pas été exposés à la maladie. Un capitaine de navire qui l'ont rencontré semblait impatient et en colère car il voulait obtenir la permission de décharger les marchandises. Pharma s'est excusé et l'a informé que l'inspection avait pour but de prévenir la transmission de maladies dangereuses. Après avoir effectué l'inspection, il a demandé au capitaine du navire de soumettre les résultats de l'inspection aux agents du poste de contrôle. Il a soumis des ordonnances pour certains membres de l'équipage du navire qui présentaient les premiers symptômes de la maladie mortelle. Il leur a dit de prendre les vitamines fournies au poste de quarantaine du port de Merchir. Peu après, Pharma et Hélène ont continué à inspecter d'autres navires et ont été surpris par le capitaine d'un navire, qui était agacé parce qu'il avait attendu si longtemps et voulait décharger ses affaires. D'un autre côté, le capitaine d'un autre navire avait l'air en colère et demandait à Pharma d'inspecter son navire en premier. Les deux capitaines de navires se disputent depuis leurs bateaux respectifs. Ils s'énervent de devoir obéir à Pharma, qu'ils prennent pour un gamin, et protestent parce qu'ils craignent que la marchandise qu'ils transportent soit effectivement endommagée et leur cause des pertes. Pendant la protestation, un coup de feu est soudain entendu en provenance du navire Saint-Fleuve de la flotte rouge. Le capitaine du navire de la flotte rouge avertit alors les capitaines que tous les navires qui sont entrés dans la zone portuaire de l'Empire du Saint-Fleuve doivent respecter les règles. Peu après, Pharma et Hélène réalisent que le capitaine de la flotte rouge est leur client, James. James poursuit alors que Pharma est le pharmacien royal ainsi que le fils du lord de Merchir, qui dirige directement les inspections dans ce pays. James a déclaré qu'il n'hésiterait pas à tirer des canons sur le navire si quelqu'un osait protester. Les capitaines des navires qui ont reçu ces avertissements ont pris peur et ont fini par s'excuser. Pharma, qui était monté à bord de la flotte rouge, a remercié James. James commenta que lui et son équipage aideraient Pharma afin que le processus d'inspection au port se déroule sans problème. Pendant la journée au poste de contrôle, Hélène dit à Pharma qu'elle pensait que la peste noire n'existait que dans les livres de légende et qu'elle lui est reconnaissante de sa présence. Peu de temps après, le gouverneur Adam vient soudainement lui dire que de nombreux habitants du village d'Elstark sont en train de mourir après avoir eu une forte fièvre. Le village est un petit village de pêcheurs à l'ouest, qui est utilisé comme un passage illégal par les navires d'outre-mer souhaitant entrer dans le Merchir sans avoir à suivre de longues procédures d'inspection. En entendant cela, Hélène a été surprise. Puis elle a demandé où se trouvaient les personnes entrées illégalement. Malheureusement, Adam ne le savait pas car ils avaient déjà quitté le village. Pendant ce temps, la situation dans le village était inquiétante. Au début, certaines personnes avaient de la fièvre, ce qui était considéré comme une maladie courante. Mais après la mort de nombreuses personnes, la maladie s'est rapidement propagée. Finalement, Pharma a décidé de se rendre seul au village. Vêtu d'une combinaison de protection, Pharma s'est précipité dehors pour se rendre au village. Voyant cela, Hélène est allée le chercher car elle était inquiète pour lui. Elle lui dit que seul Pharma peut diagnostiquer avec précision la peste noire et inspecter le port. Pharma lui a alors assuré qu'elle pouvait également mener des inspections car le port était équipé d'installations médicales, de médicaments et de personnel médical expérimenté. Après avoir dit cela, Pharma a monté sur son bâton et s'est précipité vers le village d'Elstark. En chemin, Pharma a pensé que la source d'infection la plus probable était un rat caché dans la cargaison. Cependant, il est maintenant difficile de l'identifier car il s'est produit. Il se demande où est passé le navire transportant les gens car il doit purifier le navire et sauver l'équipage. Sinon, la vie de l'équipage ne sera pas sauvée. Alors que Pharma était préoccupé par ses pensées, il s'est accidentellement écrasé contre un arbre, mais étonnamment, lui et l'équipe ont pu le pénétrer juste comme ça. Ne voulant pas que l'incident se reproduise, Pharma se concentre sur un vol plus sûr et plus rapide afin d'atteindre le village avant que le nombre de victimes de la maladie n'augmente. D'en haut, Pharma a vu plusieurs villageois s'enfuir en courant, craignant d'être tout tués par des esprits maléfiques s'ils restaient au village. Peu après, ils atterrissent devant les villageois et leur disent de retourner au village. Cependant, les habitants insistent pour quitter le village car de nombreuses personnes y sont mortes. Les habitants qui pensaient que Pharma était un esprit maléfique qui avait maudit leur village se préparent alors à l'attaquer avec les armes dont ils disposent. Peu après, Pharma tente de persuader les villageois qu'ils ne survivront pas si la source de la maladie n'est pas supprimée, même s'ils quittent le village. Cependant, comme les villageois persistent dans sa position, Pharma finit par frapper le sol
sol de son bâton et scelle le village avec de la glace pour empêcher la maladie de se propager. Ensuite, Pharma s'est présenté comme un pharmacien de la capitale impériale venu sauver les citoyens d'une maladie mortelle appelée la peste noire. Les citoyens qui ont vu un badge sur ses vêtements ont finalement compris que le garçon qui se tenait devant eux était le pharmacien du palais qui avait réussi à guérir la reine. Pour convaincre les habitants, Pharma les a informés qu'il avait apporté des médicaments pour guérir les habitants qui souffraient de cette maladie mortelle. Après avoir entendu cela, les habitants ont finalement accepté de retourner au village et de lutter ensemble pour supprimer la propagation de cette maladie mortelle. Avant d'administrer le traitement et la quarantaine aux personnes exposées à la maladie mortelle, Pharma a expliqué aux habitants qu'il allait séparer le village en 3 zones, à savoir une zone pour les habitants ayant présenté des symptômes graves, une zone pour les habitants ayant été exposés mais présentant encore des symptômes légers, et une zone pour les habitants n'ayant pas été exposés à la maladie. Cette mesure a été prise pour faciliter la sélection des patients à traiter en premier et pour empêcher la propagation de la maladie. Pendant ce temps, la flotte rouge remarque un navire suspect qui s'éloigne de sa route désignée. James suppose alors que le navire est celui d'un contrebandier. Peu de temps après, un membre de l'équipage chargé d'observer le navire de contrebande à l'aide de jumelles hurle soudainement parce qu'il a vu que tout le monde à bord était mort. Sachant cela, l'un des membres de l'équipage a demandé s'il devait enquêter sur le navire ou non. Cependant, James a rejeté l'idée car le navire pourrait être menacé et contracter la maladie. Il a ensuite décidé de couler le navire du contrebandier car, selon toute vraisemblance, il n'y avait plus personne de vivant à bord. La décision de couler le navire devait être prise parce que le navire du contrebandier était porteur d'une peste plus dangereuse que les pirates. James a de nouveau reçu l'ordre de couler complètement le navire afin qu'aucune partie ne dérive vers le rivage. Dans le village d'Elstark, la première distribution de médicaments a été effectuée, et il semble que tout le monde soit content. Actuellement, les résidents qui n'ont pas reçu de médicaments présentent des symptômes graves, et Pharma prévoit de venir dans la région demain. Le lendemain, plusieurs pharmaciens du village ont voulu accompagner Pharma au centre de traitement des personnes présentant des symptômes graves. Mais il a refusé et a déclaré que les agents de santé devaient donner la priorité à leur propre sécurité. Il les a rassurés en leur disant qu'il avait enfilé une combinaison de protection et a demandé aux pharmaciens de rester sur place pour traiter les autres habitants dont l'état n'était pas trop critique. Peu de temps après, Pharma arrive à l'endroit où se trouvent les patients dans un état critique qui avait été précédemment mis en quarantaine. La scène change ensuite et montre 2 hommes nommés Jack et Ed, que l'on voit discuter du fait qu'ils n'ont pas assez d'énergie et de temps pour faire leur travail dans une école de pharmacie. Jack a alors une idée pour qu'il demande au directeur d'ajouter des employés supplémentaires. Au même moment, le professeur Casper surprend la conversation et propose de les aider. Cependant, Jack a répondu avec insistance qu'il n'avait pas besoin de son aide et l'a laissé tranquille. De son côté, le professeur Casper avait l'air triste après avoir été ignoré par les 2 hommes qu'elle voulait aider. Un peu plus tard, le professeur Casper lisait un livre avec des lunettes spéciales dans sa chambre. Peu de temps après, une fille est venue la voir. Elle semblait savoir que le professeur Casper avait été grossièrement rejeté après avoir essayé d'aider 2 garçons, alors elle est allée voir le professeur Casper pour lui demander comment elle allait. Le professeur Casper a alors dit qu'elle aurait 60 ans l'année prochaine et a estimé qu'il était normal que les gens ne veuillent pas être aidés par une vieille femme à la retraite. Le professeur Casper a ajouté que sa spécialité était la taxonomie des champignons et des micro-organismes, un domaine sans rapport avec la préparation des médicaments. La jeune fille a ensuite dit au professeur Casper qu'elle avait beaucoup aidé dans la recherche et le développement de médicaments. Au milieu de la conversation, quelqu'un lui a dit que le directeur avait convoqué le professeur Casper dans sa chambre. Elle s'est alors soudainement demandé si elle allait bientôt prendre sa retraite. Dans le village d'Elstark, Pharma entre dans un bâtiment où se sont rassemblées des personnes atteintes d'une maladie mortelle et présentant de graves symptômes. Un médecin portant un couvre-chef apparaît soudainement et lui interdit d'entrer car il pense que Pharma est un garçon ordinaire. Cependant, un autre médecin lui dit que Pharma n'est pas un petit garçon ordinaire. L'officier s'approche de Pharma et lui dit que c'est un honneur pour lui de pouvoir rencontrer à nouveau Pharma, et étonnamment, il s'avère être un des hommes de Salomon. Peu de temps après, Pharma a expliqué que le but de sa venue était de soigner des patients, et il a donc été invité par le personnel médical. Pharma, qui voyait le nombre de patients dans cet endroit, avait du mal à détecter les personnes infectées et celles qui ne l'étaient pas. Il pensait ne pas pouvoir les guérir avec ses connaissances et le médicament qu'il avait concocté, la lévofloxacine. Cependant, il a continué à se surpasser et a fait de son mieux. Après cela, Pharma a demandé au médecin d'administrer le médicament à tous les patients. Pendant ce temps, il examinait chaque patient à l'aide de son œil divin et découvrait que 12 patients avaient contracté la peste noire, tandis que 2 autres ne l'avaient pas contracté et qu'un était mort. Pour traiter les 12 patients infectés, Pharma a administré le médicament lévofloxacine et a constaté que la plupart des infections qui s'étaient propagées dans le corps des patients avaient disparu, de sorte que leurs chances de guérison étaient assez élevées. De plus,
Pharma a informé les médecins qu'un patient avait de la fièvre due à la grippe et non à la peste noire. Après avoir pris des médicaments et changé de vêtements, le patient est autorisé à quitter la zone de quarantaine et est prié de suivre les indications du pharmacien du village dans une zone non infectée. Toutefois, le patient ne pouvait quitter la zone de quarantaine qu'après avoir effectué une période d'isolement de plusieurs jours. D'autre part, Pharma a utilisé sa technique sacrée pour augmenter l'efficacité de son médicament. Avec de nombreux patients dans la zone, Pharma s'est rendu compte qu'il manquait encore du personnel médical pour poursuivre le traitement. En regardant par la fenêtre l'église où étaient soignés les malades de la peste, Pharma avait le sentiment que cela dépassait les capacités des pharmaciens et des médecins ordinaires. Cependant, à mesure que le temps passait, la peste noire se rapprochait de la capitale impériale. Un moment plus tard, les médecins ont informé Pharma que la distribution de médicaments aux patients était terminée, et ils ont demandé ce qu'ils pouvaient faire d'autre pour l'aider. Pharma s'est soudain souvenu de l'équipage du navire transportant la peste noire qui se dirigeait vers la capitale impériale. Il leur a demandé de trouver l'équipage, de brûler la cargaison et de donner des médicaments aux personnes infectées. Pendant que Pharma lui-même suivra après avoir traité les patients là-bas. De retour à l'école de pharmacie, on voit le professeur Casper rencontrer Bruno, qui s'avère être le directeur de l'école de pharmacie. Il s'avère que Bruno l'a appelé pour discuter de ses recherches. Cependant, elle pensait que Bruno mettrait fin à ses recherches plus tôt, alors elle l'a supplié de terminer ses recherches avant de prendre sa retraite. En entendant cela, Bruno a nié car ce n'était pas ce dont il voulait parler. Il n'avait pas l'intention de renvoyer le professeur Casper, mais il voulait lui confier un travail important pour sauver le monde. En entendant cela, le professeur Casper a été choqué et a pensé qu'elle ne pouvait pas sauver le monde. Cependant, Bruno lui explique que ce travail fait partie de son domaine d'expertise. Il lui demande alors de trouver un nouveau micro-organisme et d'en extraire une substance qui pourra être utilisée comme médicament pour guérir la peste noire et d'autres maladies infectieuses. En regardant l'article de Bruno, le professeur Casper se demande qui a écrit sur ces micro-organismes en détail. Elle est d'autant plus surprise qu'il y a une inscription sur les actinobactéries, le micro-organisme demandé par Bruno, qui s'avère avoir été développé il y a de nombreuses années. Dans le laboratoire du professeur Casper, Bruno voit l'actinobactérie qu'elle a développée. Cependant, elle ne croit toujours pas que les micro-organismes qu'elle a développés peuvent être utilisés comme nouveaux médicaments. En voyant ce travail, Bruno l'a félicité. À partir de ce jour, Bruno a donné un budget spécial au professeur Casper afin qu'elle puisse se concentrer davantage sur le développement de nouveaux médicaments à partir de ces micro-organismes. Il a ensuite déclaré qu'il semblait que le professeur Casper devait reporter sa retraite. Au départ, de nombreuses personnes ont méprisé le professeur Casper et les chercheurs du même domaine. Mais maintenant, elle ne pouvait pas être sous-estimée. À l'instar de Pharma, qui possède une expertise parce qu'il est l'incarnation d'un dieu et qu'il est étranger au monde moderne, le professeur Casper, en tant que natif de ce monde, aidé par les équipements et les connaissances existants, peut trouver une loupe et des micro-organismes de champignons, puis mener des recherches qui peuvent sauver des vies humaines. Dans le village d'Elstark, les villageois remercient Pharma et les prêtres d'être revenus après avoir traité des patients présentant des symptômes graves. Il a demandé aux habitants de rester au village pendant 2 semaines pour augmenter l'efficacité du traitement. De plus, la zone à l'intérieur du mur de glace a été protégée par des techniques sacrées pour être en sécurité. Il a demandé aux résidents de tuer les rats ou les puces qui sont entrés dans le village. Quiconque est obligé de quitter le village ne doit jamais toucher les animaux. Peu de temps après, Pharma a vu une bouffée de fumée provenant de l'équipage du bateau de contrebande, qui avait apparemment été abandonné par ses camarades parce qu'il avait une forte fièvre. Il leur a demandé le nombre de chariots et la cargaison qu'ils transportaient. Cependant, ils n'ont pas répondu et ont plutôt demandé pourquoi ils se trouvaient à cet endroit. Heureusement, Pharma n'est pas offensé par la question et révèle qu'ils ont la peste noire. C'est la raison de sa venue. Pharma dit que s'ils répondent aux questions, on leur donnera des médicaments car, sans médicaments, leur état va empirer et ils finiront par mourir. Pharma demande à nouveau s'ils veulent répondre à sa question ou non. Finalement, ils ont répondu qu'il y avait 2 charrettes chargées de tissus, une d'épices et une autre d'écureuils blancs rares de l'île de Vente. D'après les réponses des contrebandiers, Pharma conclut que les rongeurs pouvaient propager la peste noire. Il se souvint des paroles de son père qui disait que l'île de Vente était le lieu d'apparition de la peste noire. Par la suite, Pharma poursuivit son interrogatoire et découvrit que le nombre de personnes qui s'étaient rendues dans la capitale impériale se composait de 24 ouvriers et de 5 chevaliers sacrés, une armée d'utilisateurs de techniques sacrées au service des familles royales ou nobles. En entendant les explications des contrebandiers, Pharma s'est mis à soupçonner que les chevaliers sacrés venus du lieu de la peste avaient délibérément apporté la peste dans la capitale impériale. Il se souvient de la maladie de la mort blanche qui avait attaqué la reine et n'a pas pu trouver la source de l'infection. Pharma soupçonne qu'il s'agit d'un autre complot visant à détruire l'Empire en envoyant une peste noire encore plus vicieuse. Après avoir tout raconté, les contrebandiers reçoivent enfin le médicament promis.
Pendant ce temps, Pharma ordonne aux médecins de remettre les contrebandiers à l'Empire une fois qu'ils se seront rétablis pour être jugés. Au palais impérial, Bruno rencontre la reine pour lui faire part d'un rapport du Mershir concernant un navire illégal porteur de maladies dans le village d'Eltark, où l'équipage avait débarqué. Ils ont répandu une maladie ressemblant à la peste noire et ont causé de nombreux décès. Comme le but de l'équipage était de se rendre à Saint-Fleuve, la reine et Bruno attendaient leur arrivée entre aujourd'hui et demain. Se sachant silencieuse, elle ordonne un renforcement de la sécurité et des contrôles à toutes les portes, notamment à la porte 6, qui mène au Mershir. Le lendemain, on voit Lot distribuer des masques aux habitants tandis qu'un des agents du poste de contrôle apporte à Pierre le dernier échantillon de la porte 6. Après avoir examiné l'échantillon, Pierre réalise rapidement qu'il ressemble exactement à ce que Pharma lui avait dit. Pierre demande à l'agent de se rendre à la porte 6 et de mettre en quarantaine les arrivants car on y a trouvé des échantillons de la peste noire. Soudain, il y a eu une explosion en direction de la porte 6, et il s'est avéré que la porte avait été détruite, et quelqu'un soupçonné d'être un chevalier saint a franchi la porte. Sachant cela, Pierre a demandé à ses camarades de se dépêcher et de protéger les médicaments. Un moment plus tard, il vit l'intrus porter une cage contenant l'écureuil blanc, qui avait maintenant été libéré avec la technique du tourbillon divin. L'attaque a alors laissé le poste de contrôle de la porte 6 en ruine. Pierre, qui savait que les écureuils étaient des rongeurs susceptibles d'être porteurs de la peste noire, cria de faire sonner les cloches d'alerte afin que les gardes ferment toutes les maisons et les magasins pour que les animaux n'entrent pas. Pendant ce temps, la reine reçoit un rapport sur les chevaliers sacrés des Pays-Bas qui ont attaqué la ville. Elle donne l'ordre aux troupes royales de vaincre les 5 chevaliers sacrés. Au même moment, Bruno signale qu'un bateau de contrebandiers hollandais pourrait transporter la peste noire et demande à la reine de prendre un nouveau médicament contre la peste noire par précaution. Cependant, elle ne sait toujours pas dans quel but les Pays-Bas ont mené cette attaque, car ce pays est depuis longtemps un allié de l'Empire. Bruno pense que le cerveau derrière tout cela est quelqu'un qui connaît la peste noire car un tel plan ne peut fonctionner sans des personnes bien informées. Peu après, Bruno a découvert que les Pays-Bas avaient recruté un mystérieux pharmacien il y a 3 ans. Les caractéristiques et les méthodes de traitement de ce pharmacien ressemblaient beaucoup à celles du pharmacien impitoyable qu'il connaissait. Bruno a alors expliqué que le pharmacien avait découvert de nombreuses nouvelles méthodes de traitement et était célèbre pour son génie. Cependant, il se livre à plusieurs reprises à des expériences horribles sur des humains. À cause de cela, il a été arrêté par le diocèse de Panactéo et s'est vu retirer ses techniques sacrées, et a été exilé comme roturier. Avant son exil, le pharmacien a mené des expériences sur des prisonniers en prison pour rechercher un poison qui pourrait être transmis à tous, comme la peste. Un ministre a fait valoir que le pharmacien hollandais devait être lié à la mort du roi précédent, et la personne qu'il soupçonnait d'être le pharmacien hollandais n'était autre que Camus, l'ancien collègue de Bruno. À la porte 6, les soldats royaux semblaient submergés par les chevaliers sacrés jusqu'à ce que finalement, Salomon vienne et libère la technique sacrée des chevaliers sacrés. Ailleurs, Lot était sur le point d'apporter des médicaments à la pharmacie, mais Cédric l'a arrêté car la situation était dangereuse. Au même moment, Lot voit que Pharma est revenu du Mershir. Pharma vérifie alors l'étendue de l'épidémie, un instant plus tard, il aperçoit son père et s'approche de lui. Il a rapporté à Bruno que l'inspection du Mershir avait été confiée à Hélène. Après cela, ils se sont approchés de la foule des chevaliers sacrés qui n'avaient plus de force. Lors de l'interrogatoire, il est révélé que les chevaliers ne faisaient qu'exécuter les ordres d'un homme qu'ils ne connaissaient pas. Il s'est avéré que les 5 d'entre eux ne connaissaient pas la peste noire. Un des chevaliers a expliqué que l'homme avait pris les citoyens en otage et avait le pouvoir de tuer des milliers de personnes en un clin d'œil parce qu'il était possédé par un esprit maléfique. Après avoir confirmé les caractéristiques de l'homme auprès des chevaliers sacrés, ils ont finalement découvert que Camus était le cerveau derrière tout cela. Avant de mourir, les chevaliers ont déclaré qu'ils avaient accompli leur tâche et que les citoyens étaient désormais en sécurité. Ailleurs, Lot se précipite à la pharmacie après avoir confirmé qu'elle est sûre. Pendant ce temps, Pharma prévoit d'aller à la pharmacie pour fabriquer des médicaments. Mais il voit une ombre noire au-dessus de sa pharmacie, alors il se précipite vers la pharmacie. Au même moment, ne remarquant pas l'ombre noire, Lot continue de courir vers la pharmacie, Cédric derrière elle. En voyant la fenêtre de la pharmacie ouverte, Lot était sûr que Pharma était rentré et se trouvait dans son bureau. Au même moment, les cloches sonnent à nouveau. Cédric ouvre la porte de la pharmacie et Lot entre à l'intérieur. Soudain, il ressent quelque chose d'étrange car la porte n'est pas verrouillée. Avant d'entrer dans la pharmacie, Cédric a prévu de la vérifier. Cependant, ignorant son plan, Lot est entré dans la chambre vide de la pharmacie. Lorsque Cédric est entré dans la pièce, Camus l'a soudainement paralysé. Au même moment, Pharma, qui venait d'arriver à la pharmacie, a alors utilisé ses yeux divins et a vu que l'ombre noire était déjà dans son laboratoire. Un instant plus tard, Bruno a rejoint Pharma dans le laboratoire. De son côté, Camus, qui était dans le laboratoire, a senti une forte aura arriver à cet endroit. En arrivant au laboratoire,
ils ont vu Cédric et Lot évanouis sur le sol. Bruno a alors demandé à Pharma de les aider tandis qu'il allait attirer l'attention de Camus. Une bataille s'engage alors entre Bruno et Camus. Pendant ce temps, Pharma tente de soigner Cédric et Lot et trouve du poison dans leurs blessures. Cependant, Bruno est finalement acculé et Camus a apporté une fiole de poison pour ses expériences. Après avoir soigné Cédric et Lot, Pharma se précipite sur son père. Il est visiblement furieux que Camus ait mené d'horribles expériences sur des humains et ait fait mourir de nombreuses personnes de la peste noire. Pharma déchaîne alors son pouvoir de dieu de la pharmacie jusqu'à ce que, finalement, Camus meure et soit jeté hors de la pharmacie. Au même moment, une lumière sortait de la pharmacie et les gens la voyaient. Salomon s'est demandé si c'était la lumière de purification du dieu Yakuza. Dans les légendes, on dit que le dieu Yakuza a de nombreuses capacités, et la capacité la plus redoutable est le pouvoir de purification. Dans les archives anciennes, le dieu Yakuza pouvait éliminer les mauvais esprits et arrêter les fléaux avec son sceptre. Après cet incident, la gestion et le traitement de la peste noire se sont poursuivis. Peu après, l'inspection des navires marchands pour la foire de Saint-Fleuve-Quellen a empêché l'accès de la maladie depuis le port. D'autre part, Pharma fabrique une dose supplémentaire de lévofloxacine pour la peste noire. Heureusement, le rétablissement de la capitale impériale progresse sans problème, et la menace de la peste noire s'est éloignée. L'école de pharmacie de la capitale impériale a découvert des bactéries productrices de streptomycine et des antibiotiques qui sont cultivés. Dans le même temps, des vaccins contre diverses maladies infectieuses continuent d'être mis au point. 2 mois plus tard, la reine annonce que la menace de la peste noire est terminée. En entendant cela, les gens semblent heureux, et la pharmacie de l'autre monde a maintenant rouvert ses portes. À la fin de l'anime, on voit que la porte de la pharmacie de l'autre monde est ouverte et que de nombreuses personnes font la queue pour s'y procurer des médicaments. L'anime se termine. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que le mal ne gagnera jamais contre le bien. Quelle que soit l'ampleur du mal, les bonnes choses finiront par le vaincre.